Bienvenue à toutes et tous dans cette première émission de la Fondation Ladbrokes qui va rassembler des athlètes de tous bords, de tout type, de toutes disciplines. Cette première édition, va être consacrée au sujet suivant. C'est quoi être athlète de haut niveau en 2023 en Wallonie, avec la question en filigrane, comment réussir sa carrière sportive aujourd'hui? Vaste et inépuisable sujet, sans doute, tant les éléments de réponse sont nombreux et variables, et autour de la table, des sportifs, des athlètes, plus ou moins directement concernés par la problématique, et qui pourront, soit par leur témoignage, leur parcours, leur expérience, leur questionnement, tenter de répondre à cette vaste problématique. En premier lieu, l'invité spécial du jour, le spécial guest, l'histoire du 1500 mètres national, la légende impétueuse, le petit gabarit du peloton, qui, par sa ténacité, finit toujours par se faufiler entre ses adversaires ou entre les difficultés. Ismaël Debjani, recordman de Belgique du 1500 mètres, multiple champion national sur la distance, olympien, récent 7e du championnat d'Europe indoor, peut-être au cœur, mais c'est peut-être aussi terminé, peut-être au cœur d'une polémique sur le statut d'athlète professionnel ici en Wallonie. Bonjour Ismaël. Thomas, bonjour. Merci pour ces superlatifs. Hâte de débattre avec toi en tout cas. Moi aussi. Tu es bien rentré de Turquie? Très bien, un peu fatigué. On a un peu fait la fête, mais en forme pour reprendre la saison. Oui, tu as déjà repris le chemin de l'entraînement? Ce matin, un petit 10 km cool et sérieusement dans quelques jours. Ok, ça ne s'arrête jamais. À ses côtés, pas très loin en tout cas, le récent vainqueur de la Cross Cup nationale sur cross-court, vice-champion francophone de cross-court, auteur d'un record à 1,48,54 sur 800 mètres, le beau gosse du peloton, Maxime Delvoye, doctorant en bio-ingénieur à l'Université catholique de Louvain, dont il aime par ailleurs porter fièrement le maillot de l'équipe d'athlétisme universitaire, mais également... Bonjour Maxime, avant que je présente les autres. Bonjour Maxime. Salut Thomas. Merci pour la présentation. Avec plaisir. J'ai bien aimé, surtout quand tu as dit que j'étais beau gosse. Je t'en prie. Mais également, à ses côtés, la jeunesse montante, l'étoile rousse luxembourgeoise, double champion de Belgique de cross, médaillé de bronze aux Europes de cross U23 à Dublin, dernier athlète belge en date à avoir pu donner un peu de fil à retordre à Isaac Kimeli lors de la Cross Cup de Roulers. 3,39 sur 1500 mètres, 7,53 sur 3 km, 8,41 sur steep à 21 ans. Ruben Corageant. Merci beaucoup. Bonjour Thomas. Et enfin, 2 fois 5e belge sur 800 mètres au championnat national, record à 1,49,10, la foulée fluide, limpide, passionnée de l'étudiant en kiné, Maxime Tillman. Bonjour à tous. Maintenant que les présentations sont faites, ça a pris un peu de temps, chers auditeurs, mais ça valait la peine puisque c'est pas n'importe qui est là à nos côtés. Je pense qu'il est temps d'ouvrir le débat par une première question qui sera posée à Ismaël. Ismaël, puisqu'il est question de sport de haut niveau aujourd'hui, depuis quand tu te considères comme un athlète de haut niveau? Quel a été l'événement, le déclic qui a fait en sorte que tu t'es perçu comme tel? Depuis quand? Je pense que depuis juin 2014 où j'ai gagné mon premier titre de champion de Belgique devant Peter Yananes. Je me suis dit, si lui est athlète professionnel, pourquoi pas moi? Et je venais de terminer mes études, donc j'ai pris le risque de vivre comme un athlète de haut niveau, sans subside, et sans contrat et sans sponsor. Donc j'ai travaillé en job d'étudiant et je me suis mis l'objectif de travailler très dur pendant 2 ans et avec comme objectif d'aller au championnat d'Europe à Amsterdam. Et l'objectif, c'est si j'allais à Amsterdam, théoriquement, j'allais avoir un contrat, ce que j'ai eu. Et si je ne parvenais pas à aller à Amsterdam, j'aurais été travailler comme éducateur. Ok. Donc c'était vraiment un cheminement personnel que tu as mis en place tout seul au départ? Avec mon entraîneur, Christophe. À l'époque, ouais. À l'époque, oui. Oui, parce que récemment, tu as dû changer d'entraîneur. Oui, c'est bien ça. J'ai eu un petit mail où on m'a dit qu'il fallait faire un peu de nettoyage, arriver avec un vent de fraîcheur pour cette nouvelle saison. Donc j'ai demandé quel était ce vent de fraîcheur. On voulait un nouveau coach parce que on sait bien que je suis très fort sur des one-shots. Je suis très fort en série, mais au final, ça se produisait jamais. Ça, c'était une problématique et même moi, j'en étais conscient. Donc c'était une problématique pour moi aussi. Donc après, on m'a dit qu'il fallait peut-être un nouveau coach. Et il fallait un nouveau coach. Ah, tu es comment dire, ça a dû être une décision difficile, mais tu es finalement, a posteriori, content de ce choix, de cette démarche? C'était une décision très, très difficile parce que ça faisait 13 ans que j'étais en symbiose avec le coach. Ouais. Il me connaissait du début. C'est lui qui m'a fait apprendre à courir. C'est lui qui m'a fait découvrir la piste. C'est lui qui m'a fait découvrir les 800 mètres au début. Qui a cru en toi aussi dès le départ. Qui a cru en départ. moi, oui, ça il ne faut pas le cacher. J'en serai toujours reconnaissant. Mais après,
c'est comme je dis, c'est comme dans un couple, hein, au fil du temps, il y a des petites péripéties, il y a des couacs, et après, on essaie quand même de continuer en groupe. Mais après, maintenant, oui, j'en suis content parce qu'il fallait un nouveau vent de fraîcheur, parce qu'après 13 ans de vie commune, Ouais. c'est toujours un peu plus compliqué aussi de avoir cette motivation, avoir cet objectif concret à moyen terme. Je ne veux pas dire qu'on était dans une routine, mais c'était les mêmes entraînements, la même piste, les mêmes endroits de footing. Ici, maintenant, je suis parti en Flandre, donc je découvre Leuven, je découvre des nouveaux partenaires d'entraînement, je découvre Des nouvelles de méthodes course, aussi. oui, techniques de course que j'ai jamais fait, courir entre des plots et entre des lattes, j'avais jamais fait. Donc, quand je fais ça, les gens rigolent parce qu'à chaque fois, je tape tout, mais après, on s'habitue. C'est mais- pas le plus adroit sur la, Non, non, la discipline. j'ai appris à faire de la corde à sauter il y a 2 ans. Donc, je sais courir vite, mais je suis pas très bon en technique de course. Ok. Et moi, du coup, j'avais une question pour Vas-y. revenir sur ton parcours parce que ça m'intéresse quand même. Du coup, les 2 années dont tu parlais, où tu as un peu pris le risque finalement d'essayer de devenir professionnel, quitte à finir éducateur, ce qui aurait été un métier qui te conviendrait certainement, je pense. Tu étais quand même inscrit comme étudiant, du coup, si tu pouvais faire des jobs étudiants. Ouais, j'étais inscrit, j'ai fait un master à l'UCL. Ouais. Donc, j'ai fait une passerelle, puis j'ai fait un master 1. Donc, j'étudiais à la maison, j'allais pas beaucoup à l'école, enfin à l'UNI. Donc, j'étudiais et je m'entraînais 2 fois par jour. Et l'objectif, c'était vraiment 60% le sport et 40% l'université. Parce qu'après, j'ai quand même eu mon master 1, mais le master 2, je l'ai jamais finalisé parce qu'en 2017, j'ai eu mon contrat professionnel Ouais, et j'ai c'est dû ça. faire un choix. Donc, c'était soit j'avais mon contrat full-time ou à mi-temps et faire mon master 2, mais maintenant, il faut rester logique. J'avais un diplôme d'éducateur et déjà, on est engagé d'éducateur A2. Là, j'avais déjà le A1, donc je me suis dit, on m'engagerait quand même peut-être pas avec le master. Donc, je me suis dit, autant vivre de ma passion. Et qu'un athlète pro, c'est pas tous les jours. Donc, j'ai pris le risque, mais j'en suis très content à l'heure d'aujourd'hui. C'est une situation auquel sont confrontés pas mal d'athlètes en Belgique, hein, de devoir se donner la peine et l'occasion de s'entraîner comme un professionnel sans en avoir le statut. Vous traversez un peu ça quelque part, vous trois, non? Ouais, puis parfois, justement, on se pose la question de à quel point ça vaut la peine de prendre le risque de faire passer l'athlétisme avant d'autres choses comme les études. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait. Quel est l'élément au final qui t'a donné confiance dans le fait que cette démarche était la bonne? Parce que, comme Maxime vient de le dire, ça laisse des doutes de se dire, bon, je travaille pas tout de suite, je prends la peine de m'entraîner comme si j'étais professionnel sans revenu au départ. C'était un pari risqué. Maintenant, j'étais étudiant, j'étais à la maison, j'avais pas de facture, j'étais logé, nourri, blanchi, je travaillais un petit peu en job d'étudiant. Donc, c'était un pari risqué. Maintenant, je profitais, j'avais cette chance d'avoir un talent inné. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'essaye 2 ans et si ça n'allait pas, ben, j'aurais fait de l'athlétisme en tant qu'amateur. Maintenant, c'est vrai que les chances pour réussir sont très minimes. C'est un sport très ingrat. Donc, il suffisait d'une blessure 1 mois avant mon objectif de minima et que ça tombe. Maintenant, je serai éducateur comme tout le monde. Donc, c'était vraiment pas risqué. Maintenant, j'en suis très content. Ouais. Mais marche arrière, je ne sais pas maintenant si j'ai un fils maintenant, je lui voudrais la même vie que moi. Oui, c'est les circonstances qui Oui. font qu'à ce moment-là, tu étais dans une situation de vie qui pouvait le permettre. Et un élément essentiel, sans doute, la confiance dans le fait que ça pouvait donner quelque chose. Ouais, donc mon coach convaincu était confiant, ouais. ma famille m'a motivé, m'a soutenu. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai vécu que pour l'athlétisme de 2014 à 2016. Sans J'étais- revenu. Sans revenu. Ouais. Je travaillais dans une pompe à essence et dans une librairie à 7 euros de l'heure. Et à ce On moment-là, achète ses c'était quoi baskets. ton niveau exactement? Tu te souviens? J'avais une 48 sur 800 et pas grand chose sur 15. Mais du coup, tu avais quand même fait champion de Belgique. J'avais Ouais, gagné donc, la grande finale quand Peter Yananes se préparait pour. Je pense qu'il y avait un championnat Zurich Sur 800 en mètres. 2014, oui. Est-ce qu'il n'a pas déclaré après, bon, on va pas trop parler des absents, mais est-ce qu'il n'a pas déclaré après le 800 au final, c'est une distance qui vaut pas la peine, c'est parce que c'est pour les coureurs de 400 pas assez rapides et les coureurs de 1500 qui n'ont pas assez de volume d'entraînement. C'est possible, moi je ne pas trop. Maintenant, il venait pour gagner, donc à mon avis. Sans doute la frustration. Hein. Mais après, c'était sympa, ces petites batailles. D'ailleurs, c'est une de mes questions. Est-ce qu'il y a une rivalité sur le circuit, l'athlétisme international ou national? Est-ce que tu as des bêtes noires, des athlètes contre lesquels tu n'as pas forcément envie de courir ou que tu préfères éviter ou avec qui ça s'est jamais bien passé dans la confrontation ou au contraire, des gens que tu adores retrouver en course puisque l'athlète international ou national, tu es souvent confronté à des adversaires qui sont les mêmes, les récurrents. Moi, je pense qu'il y a toujours cette rivalité parce qu'une fois qu'on arrive à un sport de haut niveau, il y a un business qui est derrière. Il faut être performant pour les sponsoring, il faut être performant pour les meetings. Parce qu'il suffit que je fasse 8e à Diamonix, s'ils reprennent le top 5 pour les prochaines épreuves,
il y a toujours cette rivalité. Maintenant, il y a des athlètes que j'apprécie très très fort, où on dort ensemble dans les chambres, on demande pour être ensemble avec des Espagnols, des C'est un Luxembourgeois. exemple, ouais. Charles Creighton, on est souvent Ok. ensemble dans les chambres. Et il y a des Espagnols avec qui je m'entends bien, des Américains. Maintenant, il y a des athlètes que je ne veux pas dans ma chambre et que je ne veux même pas dire bonjour. On ne Je ne cite citerai pas besoin de citer leur nom, Donc, du coup, où mais ça se passe toujours un peu, c'est toujours compliqué. Mais maintenant, moi, je suis pas dans cette rivalité. Je fais le sport pour moi. Mhm. Mon seul adversaire, c'est le chrono, c'est le truc. Donc, s'il y en a un qui bat mon record de Belgique, il est fait pour être battu. Moi, j'ai fait mon maximum, et je pense que ce serait bien qu'il soit battu par un petit jeune, parce que ça fait déjà. Moi, j'attendrai maintenant. S'il peut me battre après ta carrière. ma carrière, c'est mieux. Mais s'il veut me battre maintenant, ben, Record de Belgique qui est, il faut quand même le signaler, une performance de très 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 haut vol, 3,33,06. 0,6. Ouais. Est-ce que ça a été un tournant dans ta carrière, ce record de Belgique? Le premier, oui. Quand j'ai battu le premier en 2017 de 33,70, Ouais. là, ça a été vraiment. Fort. Mentalement et physiquement, c'était vraiment très dur à digérer parce que moi, je l'ai mal vécu. Ah, tu l'as mal Ah vécu? oui, j'ai très mal vécu pendant 4 mois. Donc, Pourquoi? enfin, je suis venu de rien à trop. Donc après, j'ai eu mes sponsors équipementiers, j'ai eu Nike? Nike, j'ai eu un sponsor voiture, j'ai eu T'étais- un contrat à la DEPS. Donc j'ai eu beaucoup d'argent d'un coup, Ouais. de trop. Enfin, pas de trop, mais trop de cadeaux, trop de... Parce qu'en fait, tu dis, je suis passé de rien à tout, mais en termes de performance, d'évolution, tu étais déjà dans Je suis une... dans une lignée où c'était constante, Mais- une ligne linéaire. Mais par contre, dans... Mais après, en 2010, en fait, en 2016, mon objectif c'était de faire un championnat européen. Ouais. Donc j'ai fait finaliste. Après, j'ai eu mon contrat financier, enfin mon contrat Nike, qui était financier et équipementier. Puis j'ai eu mon contrat à la DEPS, puis j'ai eu un contrat avec Peugeot. Ah Puis oui. j'ai eu tout d'un coup, tout est arrivé d'un coup, alors qu'il y a 6 mois avant, j'avais rien du tout. En termes de, Donc, de sollicitation, de soutien, c'était très Ouais. différent, mais du coup, en termes de responsabilité et de pression aussi, peut-être. Aussi, parce qu'après, quand on fait des grosses performances, il faut faire des grosses performances. Mhm. Donc si lui, il court en 3,33, si maintenant, une fois que tu cours en 3,42, ce qui pourrait arriver, 3,42, ça reste toujours rapide, les gens ils disent, ah, ben, au final, il a 10 secondes de son record. Il c'est- avance plus. C'est une mauvaise course, donc il a has-been. Et ça, c'est une pression qui est difficile à gérer parce que on peut faire des bonnes courses, mais on fait des mauvaises courses. Et ça, je pense qu'il faut savoir que dans une carrière, sur une saison, on fait 3 courses très très bonnes. Mhm. Et après, les autres courses sont correctes. Mais c'est impossible de faire. Moi, je comprends pas des gens qui arrivent à faire 15 courses à des chronos affolants, quoi. Ouais, ça c'est un truc qui m'avait marqué. Il me semble qu'une fois je t'avais vu à l'IFAM, tu Je faisais une, m'en souviens tu faisais une course en préparation, quoi. Donc t'avais pas la pression du chrono toi-même, c'était un entraînement pour toi. Mais je me rappelle t'avoir vu passer à côté de la ligne d'arrivée à la fin parce que tu voulais pas que le chrono soit enregistré officiellement parce que Ouais. t'avais cette pression du jugement que- des gens qui pourraient croire Mais que c'est surtout tu si l'as y avait pris en un saison de objectif. best mauvais, une semaine après, j'allais en Diamond League, donc j'ai risqué d'être pénalisé. Donc Ouais, je n'avais c'est pas ça. de saison de best à 3. Moi, j'étais à 3,40 ou 3,42. Donc j'ai préféré passer 1 mètre avant l'arrivée. Ce qui n'est pas très sportif. Mais... Mais je dis Moi, souvent, je sais pas si c'est pas sportif. non, mais c'est pas la meilleure des façons à. je dis, de montrer. je dis souvent aux athlètes que l'athlétisme, c'est un sport tragique pour ça. C'est que même quand tu fais en soi une bonne course, il y a une sorte de verdict, de jugement, comme un examen, il y a ton chrono. Ah Ton ouais, chrono, c'est que ça qu'on retient, même si la course est bonne. Si tu bats pas ton record, si tu es un peu loin de ce que les gens attendent, alors que c'est peut-être normal dans l'état de forme où tu es, ben, c'est un verdict assez intransigeant. C'est stressant. ouais, non, mais après, il faut vivre avec. Après, Ouais. je me suis bien fait entourer. C'est pour ça qu'au championnat du monde en 2017, j'ai raté ma course. Enfin, je me suis fait éliminer, je pense, pour 2 dixièmes, mais j'avais plus envie de courir. Ah. Je me rappelle, j'avais relâché le dernier 100 mètres alors que je passais. Et une fois avoir franchi la ligne d'arrivée, ben, j'étais soulagé. C'est vrai. J'étais content. Tu que ça soit préférais à la limite ne pas fini. aller En fait, je voulais pas y aller, en mais c'est finale. mon docteur qui m'avait forcé à y aller, parce qu'il m'a dit que j'allais peut-être le regretter toute ma vie. Mhm. Mais une fois que j'ai franchi la ligne d'arrivée, que j'ai vu que j'étais éliminé, ben, j'étais content. J'étais soulagé de cette saison soit terminée. En 2017, En 2017, et puis j'avais été invité au Memorial Van Damme, mais j'avais annulé la veille, je voulais pas. tu as décliné. À cause de cette pression que tu as engendrée j'avais- du ouais, record mais- de Belgique. Oui, c'est ça, donc ça a provoqué beaucoup de pression, donc je voulais tourner la page. Mais après, enfin, ça allait de mieux en mieux, maintenant je le vis bien. Et quel pourrait Mais, être. moi, Pardon, j'identifie pas trop la source de la pression. Au final, c'était trop de sollicitations ou bien parce que c'est un peu aussi ce que tu recherches Ouais, quand c'est ça que j'allais tu dire cherches aussi. à faire un Tu l'as record de recherché depuis Belgique, 3 ans, depuis 2014, quand tu as. Mais je Tu voulais l'as faire chez une bonne Rodé. performance. Maintenant, le record de Belgique, on me disait toujours, le coach me disait c'est possible de faire un record de Belgique, mais pour moi, je me dis, wow, 3,33, c'est rapide. Mhm. Tu vois, c'était pas l'objectif, tu vois, de. Ouais, mais je veux dire tout ce qui va autour, genre tous les soutiens après que Ouais, mais tu ça- obtiens, c'est un petit peu ce que tu recherchais. Mais c'est sans doute le drame. C'est ce Ouais. qu'on attend pendant longtemps. Et en fait, une fois que ça arrive, on se rend compte que on est toujours soi. Ouais, parce que t'es il- jamais prêt
à vivre ça. Même Ouais. si tu rêves d'être sponsorisé par Nike, quand tu arrives le premier jour, signer ton contrat dans la maison Nike, Ouais. et que tu vois que c'est comme dans les films et que c'est ton rêve, tu dis waouh. Et qu'après, Ouais. tu vois, tu rêvais d'avoir une paire et que tu reçois un colis, après, il y a 40 cartons. Mais du coup, ça donne pas plus envie de courir, plus envie de performer, justement. Ouais, Ça- mais après, c'est un côté positif et négatif en même temps, Mhm. parce que tout ce qu'on va t'offrir, on va te demander un retour. Ouais. C'est pas comme si tu étais en famille, que tu as un cadeau d'anniversaire et tu dis merci. Ouais, ok, je En fait, Tu es redevable un peu. tu es redevable, tu vois, de tout. Du coup, ouais. Tu dois faire on te donne quelque chose, tu dois faire une performance. Tu as un contrat à l'ADEPS, tu dois faire des performances. Tu vois, j'ai couru 3,34. Après, on a demandé 33. J'ai fait 33, on a demandé 32. Tu vois, donc c'est toujours un cercle vicieux. Donc et il y a un moment, tu vois, tu arrives à un certain niveau, tu peux stagner à une 47, une 45. Tu vois, une 45, tu peux faire tous les championnats, mais tu seras peut-être has-been pour certaines personnes parce que tu n'es plus assez rapide. Ouais. Tu vois, et tu dois toujours faire plus. Mais il y a un moment, ton corps, il veut pas. Et si tu te blesses, qu'est-ce que tu fais? Comment tu rebondis? Tu vois, si tu as 6 mois de blessure. Il n'y a pas de soutien, ça, dans les contrats. Il n'y a pas quelque chose de noté. Il y a des projets, oui, il y a toujours un soutien, mais après, ton seul soutien, c'est toi-même. Parce que quand tu es blessé ou que tu as quelque chose, tu es tout seul. Donc, tu vois, il faut rebondir, il faut avoir un bon staff, il faut avoir une bonne famille, je pense, derrière Ouais. soi. Et tu vois, et avoir un bon soutien, il faut avoir une base solide. Oh. Parce que tu es toujours tout seul à l'entraînement, même si tu as un coach et tout. Quand ça va pas, je pense que tu es face au mur solo. Quand tu gagnes, c'est juste ta tête qui a l'affiche aussi. Donc, ça, c'est toi qui gagnes. Thomas va peut-être dire le coach, tu vois, mais c'est pas Thomas qui sera à l'affiche. Donc ça, il y a du bon et du moins bon, mais il faut être solide en tout cas. Un sportif de haut niveau n'a pas toujours une vie sentimentale facile. On parle souvent de la solitude du coureur de fond. Il est seul, non seulement dans les chemins pendant de longues heures d'entraînement, perdu dans de profondes discussions avec sa propre pensée, mais seul aussi parfois en amour à cause de relations qu'il n'a pas toujours le temps ni l'énergie de bien gérer. D'autant plus qu'un athlète de haut niveau, Ismaël pourra peut-être nous le confirmer, c'est capricieux, intransigeant pour son sommeil, pour son alimentation, pour sa sérénité. Pourtant, d'un autre côté, on sait bien maintenant, l'amour parfois donne des ailes dont l'athlète pourrait bien avoir besoin en course justement. Les sportifs, notamment, partagent parfois des émotions tellement fortes sur le stade, vous pourrez me le confirmer aussi, que ce qui les unit en devient une forme d'amour. Alors, draguer ou courir, faut-il choisir? Est-ce que l'amour pour l'athlète, c'est dangereux ou merveilleux? Est-ce que, comme dans la chanson de Gainsbourg, si Sex and Sun, c'est de la dynamite, l'amour? Est-ce que sport en chambre et sport de haut niveau font bon ménage ou sont-ils en perpétuel conflit? Est-ce que l'idylle amoureuse permet ou empêche des foulées fiévreuses? Eh bien, c'est le lover du peloton, le romantique du double tour de piste, le vice-champion francophone de cross-court et coureur de 800 mètres, Maxime Delvoye, qui va nous raconter les histoires de ces couples athlétiques que l'amour a poussé à se transcender sur la piste, pour une chronique intitulée « Sea, Sex and Run », ou l'athlétisme entre deux coups de foudre. Oui, donc en fait, il y a plusieurs thématiques que j'aimerais explorer au cours des podcasts au travers de cette chronique Sea, Sex and Run. Finalement, l'intitulé, il est assez flou et il peut évoquer pas mal de sujets. On va par exemple pouvoir parler du relationnel et de la manière dont ça peut intervenir dans la gestion d'une carrière sportive, de la question d'identité de genre qui a fait et qui fait pas mal débat, en particulier sur les épreuves de demi-fond, et peut-être encore d'autres thèmes que l'intitulé m'évoquera. Pour ce premier épisode, en fait, j'avais envie de vous raconter une histoire d'amour, parce que l'amour, c'est une source inépuisable d'inspiration dans tous les projets de la vie. Il sublime les réussites et il adoucit les échecs. C'est un compagnon formidable quand on court après un rêve aussi exigeant que celui d'une carrière sportive, et pour ça, c'est un sujet que je trouve vraiment beau. T'as raison. Et donc, pour ce premier épisode, je voulais vous parler d'un couple emblématique de l'athlétisme du XXe siècle et vous raconter leur histoire, l'histoire d'un coup de foudre à la tonalité olympique survenu au cœur de la guerre froide. On est en 1956. Cette année-là, les Jeux olympiques sont organisés pour la première fois de l'histoire dans l'hémisphère sud, à Melbourne, en Australie. On se trouve dans un contexte politique chargé. Plusieurs événements majeurs comme l'affaire du canal de Suez ou l'invasion de la Hongrie par des chars soviétiques poussent certains pays au boycott des Jeux olympiques, chose qui n'était encore jamais arrivée. Le président du CIO de l'époque lance un message d'apaisement et déclare que les Jeux olympiques sont des compétitions entre individus, non entre nations. Tout le monde ne pense évidemment pas comme ça. En 1956, on est au beau milieu de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS.
Tous les moyens sont bons pour asseoir sa supériorité, avec évidemment des enjeux dramatiques comme la course à l'armement nucléaire, mais aussi d'autres enjeux plus légers et positifs, comme par exemple la course pour la conquête spatiale avec la création du programme Apollo qui mènera le premier homme sur la Lune, ou encore comme la rivalité exacerbée entre les deux camps lors des Jeux Olympiques. L'un des plus importants espoirs de médailles cette année-là pour le bloc de l'Est, dont les Américains sont donc les plus grands rivaux, repose sur les épaules d'une jeune Tchécoslovaque qui vient seulement de fêter ses 24 ans, Olga Fikotova. 2 ans auparavant, lorsqu'elle commence à s'entraîner en Tchécoslovaquie après s'être fait remarquer par son ami Zdeněk Siak, détenteur à l'époque du record national du lancer du disque, elle ne s'imagine évidemment pas capable de décrocher une qualification aux Jeux Olympiques. Mais il faut croire que le beau Danube bleu de Johann Strauss, valse sur laquelle elle s'entraîne et que vous entendez en fond sonore de cette chronique, fait des merveilles. Olga Fikotova remporte le championnat tchécoslovaque en 1956 avant de s'envoler pour les Jeux de Melbourne. C'est là-bas, au village olympique, qu'elle fait la rencontre de celui qui deviendra son mari un an plus tard, Harold Connolly. Elle raconte qu'après un bon entraînement pré-compétition, elle descendait les marches du hangar dans lequel étaient entreposés les accessoires des athlètes pour aller y ranger son disque. Les escaliers étaient un peu sombres et elle descendait avec un peu trop d'enthousiasme, ce qui fait qu'elle a fini par manquer une marche et par se retrouver en bas des escaliers, dans les bras d'un lanceur de marteau étranger, sur la veste duquel elle a rapidement pu lire le signe USA. Oh yeah, baby. Ces faibles bases d'anglais lui suffisent pour se rendre rapidement compte qu'Harold Connolly partage les mêmes valeurs qu'elle, malgré le fait qu'ils viennent d'un pays très éloigné et au système politique opposé. C'est le coup de foudre, un sentiment d'amour naît entre la Tchécoslovaque et celui dont on lui a reproché plus tard d'être un fasciste américain. Peut-être portée par son coup de cœur, Olga va remporter quelques jours plus tard la médaille d'or olympique avec en prime un nouveau record du monde au lancer du disque. Et là où cette histoire est formidable, c'est qu'à quelques mètres de là, Harold Connolly lance le marteau à 63,19 m, une marque synonyme de médaille d'or également. Et c'est un véritable exploit pour l'Américain de 25 ans qui a dû se battre toute sa carrière pour lutter contre un handicap à son bras gauche. Il subit de graves lésions nerveuses à sa naissance, ce qui empêche son membre de se développer correctement. Et il se le fracture à 13 reprises ensuite, pendant son enfance. Lorsqu'il commence à s'entraîner, son bras gauche est moins long que son bras droit de 11 cm. Mais l'homme est un acharné et il ne manque pas d'imagination pour se démarquer de ses concurrents. Par exemple, lors de son concours victorieux aux Jeux de Melbourne, il lance avec à ses pieds des ballerines de danseuses pour une meilleure accroche au sol. Quand les photographes lui demandent de lever les bras sur le podium olympique, il n'enlève qu'un, son bras droit. Ce bras qui lui aura permis de compenser son handicap pour se porter à hauteur et même au-dessus du niveau des meilleurs lanceurs au monde. Il battra le record du monde de lancer du marteau à 7 reprises par la suite. Sur le podium olympique, Harold Connolly n'a qu'une seule chose en tête, sa vie ne sera plus jamais la même et cette nouvelle vie, il veut la passer aux côtés d'Olga. Il est d'ailleurs tellement dans les nuages qu'il oublie de se tourner vers les drapeaux lors de l'hymne national américain, ce qui est perçu comme un affront à l'époque. Et c'est le médaillé d'argent soviétique qui lui sauve la mise en le tournant vers les drapeaux américains, ce qui est quand même un très beau geste dans le contexte de l'époque. Olga et Harold, nos deux tout nouveaux médaillés olympiques, se marient un an plus tard. Une anecdote marrante et qui va particulièrement plaire, je pense, à Ismaël et à mes collègues d'entraînement de la team Rock'n'Run, c'est que Moscou avait d'abord interdit à Harold de venir épouser Olga dans sa ville de naissance, à Prague. Si le mariage a pu se faire, c'est grâce à l'intervention auprès du président tchécoslovaque d'un autre champion olympique, légende de l'époque et ami d'Olga. Cet homme influent, c'est l'un des plus grands athlètes, voire le plus grand athlète de course de fond de l'histoire. Il est aussi originaire de Tchécoslovaquie et il est le seul homme à avoir détenu simultanément 8 records du monde et à avoir réussi le triplé d'or olympique sur 5000, 10 000 et marathon. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agissait ? Moi, oui. Maxime Tillman. Savoir si tu as entendu. Je pense que tu parles de Émile Zatopek. Oh, Ah, bien vu, Max. Je partage la vie. Et c'est en effet Émile Zatopek qui sera donc leur témoin de mariage en octobre 1957 à Prague. Par la suite, nos tourtereaux ont encore participé ensemble à 3 reprises aux Jeux Olympiques, et cette fois tous les deux pour les États-Unis jusqu'en 1968 à Mexico. 2 magnifiques carrières donc pour ces recordman et recordwoman du monde, médaillés d'or olympiques que le destin opposait mais qui ont trouvé en l'amour l'inspiration de se dépasser et la force de se sublimer. Oh, quelle belle histoire.
dont on ne connaît pas grand-chose, au fond. On ignorait tout ça. Olga et Harold. T'avais déjà entendu parler de ça, Ismaël? Non, du tout. C'est la première fois aussi que Alors, tu découvres l'histoire. Pour vous, l'amour Plus fort que se tout. transcender sur la piste ou source de complications? Ismaël? Place aux Ah, jeunes Ismaël, d'abord. c'est toi qui es dans le haut niveau. Nous, Bon, pour l'amour, il n'y a pas besoin de haut niveau ni de bas niveau. Hein. non, Tout mais c'est niveau peut-être qu'on peut plus dire, compliqué à gérer que pour nous, quoi. Ça, je sais pas. Moi, C'est un métier exigeant quand même, le métier d'athlète de haut niveau. il faut être égoïste, ça oui. Mhm. Donc s'il y a une soirée un vendredi soir à 21h et elle veut y aller, bah, c'est compliqué si toi tu as une séance le lendemain. Mais après, il faut faire des concessions. Il ne faut pas non plus toujours dire non. Après, je sais pas. C'est pas le Toi, meilleur Thomas, des un exemples. Ah, je crois que ça peut être la meilleure et la pire des choses. Ça peut donner des ailes. Ça peut être craché aussi au prochain tournoi. Ouais, oui, tu peux t'effondrer à cause Ouais, de... donc si tu te sépares une semaine avant ton championnat, peut-être que ça peut être néfaste. Ouais, ça c'est dans les pires situations. Mais sinon, je vois ça un petit peu comme la famille, justement, dans les moments Ah non, un ça peu peut plus être, compliqués, non, comme tu ça- disais tout à l'heure, ça peut être une Ça force. peut, ça peut être une incroyable. force. En tout cas, C'est à double tranchant. oui, de nouveau, c'est comme tout, ça dépend de ce qu'on en fait. Comment on lui donne forme, quelle place on lui offre. On reparlera peut-être de comment on pourrait améliorer cette situation, cette condition d'un athlète qui doit performer, sinon finalement il ne pourrait pas poursuivre sa carrière, entre guillemets. Tu as été confronté à cette situation, on va en reparler peut-être après, mais je rebondis sur ce que tu viens de signaler, ton entourage directement, familial notamment. On t'a entendu dire récemment, si ma mère ne m'avait pas obligé à aller au championnat, je crois que j'aurais décliné, laissé tomber, j'aurais arrêté. Donc ta famille, ça a été un soutien essentiel dans ta carrière? Oui, parce qu'après, avec la situation que j'ai eue au mois de septembre, quand je suis revenu de vacances, je me suis posé des questions existentielles. Mhm. J'ai fait le tour de l'athlétisme, j'ai fait tous les championnats possibles, Ouais. j'ai fait tout ce que je voulais. Les Jeux Olympiques, championnat Ouais, du j'ai monde, fait championnat même de d'Europe. trop, parce que moi, à la base, quand j'ai commencé à courir, moi j'ai toujours, ça va peut-être être choquant ce que je vais dire, mais j'ai jamais été amoureux de l'athlétisme. Ah. C'est l'athlétisme qui est venu à moi, donc c'est... L'athlétisme est tombé amoureux de toi. Ouais, donc c'est... C'est une relation à sens unique. On s'est retrouvés par hasard sur une piste, mais j'ai jamais, tu vois, j'ai toujours trouvé ça... Comment t'es venu à l'athlétisme? Parlons-en. Mais c'est bête, en fait. J'étais en couple avec mon ex à cette époque, et je sortais qu'avec elle. Enfin, on faisait cinéma, on faisait tous les trucs d'amoureux à 18 ans, quoi. Cinéma, Walibi, tous les trucs disparaissent. On mangeait des- Tout le monde à 18 ans ne va pas à Walibi, mais- Ismaël. Mais on mangeait des friteries. Ok. Grande passion pour les frites, on mangeait des frites tous les jours. Donc je faisais rien du tout, mais rien. Pendant 1 an et demi, j'ai arrêté le sport. Et puis, maman voulait que je reprenne une activité physique. Moi, j'étais contre parce que j'avais tout fait. J'avais fait du foot, du tennis, du basket, T'as natation. varié, expérimenté. Mais j'allais au foot. L'entraînement commençait à 18h, j'arrivais à 18h40. Hein. Mm. C'était juste pour faire le petit match et puis je partais à 19h. Et des fois, j'allais même pas. Je me rappelle, je mettais de l'eau sur ma serviette pour dire que j'avais été à l'entraînement. Tu vois, c'était ce style-là, quoi. Voilà d'où vient le Ouais. sport de haut niveau, d'où tu es parti quand Et du même. coup, je faisais une fois par an les 10 matchs du Charleroi. Ok. Et ça, c'était la course à ne pas rater. Donc, c'était mon rêve, quoi. Et je négociais pour aller. Et je me rappelle, la course commence toujours à 15h. Et on allait avec mes copains à midi au McDonald's. Parce que c'était au départ. On mangeait et après, on faisait la course. Et je terminais 8e, 10e. Mais je courais une fois par an avec des. 10 miles, donc 16 km. Non, là, moi, je faisais à courte distance. Je faisais D'accord. 8. Mais je courais avec des chaussures de ville. Et je faisais 3,45 au kilo, 4 minutes. Et ma mère. Sans entraînement. Sans donc. entraînement. Mais tu vois, ça, ce qui est triste, c'est qu'il n'y a jamais un prof de gym qui Mm. m'a dit il y a du talent. Et tu vois, chaque année, je faisais le test de BIP. Et Coupe j'étais toujours le- premier, ouais. Et ça, c'était ma passion aussi. Premier. Test léger, hein, que tous les élèves doivent se farcir un jour ou l'autre à l'école. Et après, du coup, elle m'a dit d'aller courir. Je lui ai dit non, non, ça, c'est hors de question. Je lui ai dit je ne comprends pas les gens qui tournent autour d'une piste. On dirait des cons, quoi. En tout cas, Finalement, c'est l'objectif, devenu quoi. ta vie. Et après, du coup, elle m'a dit si tu vas pas courir, tu sors plus. Et elle a tenu tête. Je sortais plus pendant 2 semaines. J'allais juste avec elle au Carrefour faire les magasins, faire les courses. Et j'ai dit une fois amène-moi. Et là, elle m'a amené au stade, c'était fermé. Je suis retourné le mardi. Je me suis entraîné 3 semaines. Et après, là, j'ai été blessé pendant 1 an. J'ai eu le essuie-glace comme tout le monde à la reprise. Et après, je suis revenu l'année d'après de moi-même. Et là, là, j'ai rencontré Christophe, mon ancien entraîneur. Mhm. Qui est Et entraîné là- au crack, donc, à Charleroi. C'était son premier jour où il Ouais. entraînait les Ah, adultes. d'accord. Et moi, c'était mon premier jour d'entraînement. Du Vous coup, êtes nés ensemble. et je me rappelle quand je me suis réinscrit, le président du CRAC a dit on n'a pas besoin de touristes ici, on ne veut pas de toi. Ça commence Bel bien. accueil. C'est légendaire quand Ouais, même, ouais. tout ça. Et après, là, mon Christophe a dit on va lui faire un petit test. Et j'ai fait mon test, c'était 40, 60, 80 et un 400. Je pense que j'avais fait
1 minute 2. Donc il a du potentiel. En chaussures de ville encore. Non, là j'avais du sur du mini-foot là. 1 minute 2, maintenant c'est ton allure sur 3000 donc. Quand je suis bien, ouais. Mais après, de fil en aiguille, j'ai commencé à courir. Puis je voulais gagner une petite course de fin d'année, une corrida. J'ai gagné. Puis j'ai voulu gagner les 5 miles. Comme c'était mes débuts, j'avais gagné. Et Christian m'avait dit qu'il faudrait essayer de faire un championnat du Hainaut sur 800. Là, j'avais gagné. J'avais fait une 55, je pense. Ton premier 800 quasiment. Non, une 59. Une Ok. 59. Puis j'avais fait 2 semaines après le championnat de BFA une 55. Et puis j'ai couru une 51. Ah oui, la transition Ouais, a été ouais, rapide. On rêverait Et donc, tous de cette là, tu avais progression. 18 ou 19 ans, tu t'es 20 ans là. 20 ans. Donc J'ai au commencé à final, 19 ce ans. sont des chronos pas si impressionnants que ça pour un athlète de 20 ans, une 55. Bon, il y a mais, 10 ans, ça allait vite. Hein. Ah oui, il faut Ouais, quand il y a même 10 ans, courir. ça, Hein. ouais, ça allait Mais par déjà. contre, en quelques mois, c'est ça qui est Ah impressionnant. ouais, non, la vitesse était bonne. Et après, je me suis pris au jeu. Mm. Pourquoi pas essayer de gagner un championnat de Belgique ou... Ouais. Et après, ça a été de fil en aiguille. 2014, j'ai été champion de Belgique sur 800. 2015, champion de Belgique de cross. Puis 2016, j'ai fait les minima pour JO et la finale à Amsterdam. Et puis tout a... Oui, donc Ça, c'est c'est un vite. parcours relativement atypique. Hein. Je ne sais pas le parcours classique de l'athlète qui se débrouille quand même pas mal dans les catégories d'âge et puis qu'à un moment est repéré par un Non, c'est entraîneur atypique aussi. Je pense que c'est un des seuls qui a un parcours... poussé par ta maman. Donc. Ouais, celle qui m'a poussé au début. Maintenant, celle qui me calme. Parce Ah. que des fois, elle s'énerve quand je vais courir dehors, quand il fait trop froid, quand il pleut. Il y en a Tu es qui toujours font courir bienveillante, de trop. surveille. De trop. Des fois, elle me dit ça sert à rien de courir 2 fois par jour. Faut te reposer. Elle joue un peu l'intermédiaire Mais ce qui est entre bien, c'est toi et le que- coach. Oui, elle connaît rien au sport de haut Mhm. niveau. Donc, des fois, je lui dis que j'ai fait 20 km en 3,40. Elle dit OK. Et si je lui dis 4030, elle ne voit pas la différence. Bien sûr. Donc, mais c'est plus du genre, t'en fais moins, mieux c'est quoi. Ok. Et à la maison, on ne parle pas de sport de haut niveau. Donc, Mais elle a été un énorme soutien dans toute ta carrière. oui, toujours maintenant. Mm. Ici, c'était Istanbul, ma soeur, mon frère m'ont toujours soutenu dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Mais ce qui est bien, c'est que qu'on fasse une perf ou qu'on fasse une contre-perf, quand on rentre à la maison, c'est chill et on discute. Et il n'y a pas de pression. Même si j'ai été au top, enfin, le moment où j'étais au top, on m'a jamais dit tu dois aller là et gagner absolument la Ouais. course. Donc, Donc, ça, je pense que c'est un point fort parce qu'il n'y a pas cette pression familiale aussi. Oui. Parce que je connais des athlètes où tu as le papa qui est derrière la grille, il va tout casser parce qu'on dirait qu'il vit la course. oui, bien sûr. Donc, mais ce qui est bien aussi, hein. Oui, mais Donc, nous aussi, on vit la course quand on est dans le moment, mais si on rate, après, c'est il fini. y a de la sérénité, c'est ressourçant de rentrer ouais, dans la donc, famille plutôt qu'angoissant parce que les parents Ça, seraient c'est bien. Il déçus. y a 2 balances. Donc, quand j'étais sur la piste avec mon entraîneur, c'était pression, il fallait performer. Mhm. Et après, une fois que c'était fini, ben, c'était chill, quoi. Donc, ça, c'était bien. J'avais pas cette pression. Si j'avais fait, par exemple, 10 fois 800 en 2,5 en hiver, il n'y avait pas cette pression aussi de rentrer à la maison et de manger Mhm. carré, calculer mais c'est bien aussi. Hein. Mais moi, je suis Tu es moins méthodique dans... donc, Bon, parlons-en, l'alimentation du sportif de haut niveau en coureur de 1500, c'est quoi? c'est quoi? C'est manger beaucoup de féculents, de protéines, pas trop de gras. Mais C'est pas un point essentiel pour toi. non, mais je fais quand même attention à 80% maintenant. Quels sont Ici, les- avant Istanbul, pendant 2 semaines avant, j'ai coupé tout ce qui était sucreries, gras, mais j'ai fait attention maintenant. Tu as quand même eu un minimum de ligne de conduite. Oui, ouais. j'ai toujours 85% de ligne conduite d'un athlète pro. Mhm. Maintenant, si on est en stage et que le soir il y a une glace ou je vais manger une glace, quoi, donc ça il faut pas. Tu te permets des écarts. Ouais, sinon c'est pas possible. C'est trop rigide. En plus, c'est pas très bon aussi mentalement et tout. Donc maintenant, je mange comme toute personne, hein. Des bonbons, des trucs, mais à petite dose. D'accord. Les mots qu'on emploie révèlent qui nous sommes, bien plus qu'on le pense. Le langage, c'est une image de nous-mêmes, un miroir un peu déformé de notre pensée. Mais il est aussi profondément ce qui nous unit, nous tous ici. L'être humain, c'est un être de discours. C'est le langage qui nous permet de décrire le monde, d'échanger et donc de faire société. Il ne faut pas le négliger car les mots qu'on prononce en toute liberté sont sacrés, surtout dans le sport. Et beaucoup plus qu'il n'y paraît. Un entraîneur, ce que je suis, doit parler peu mais bien. Il doit, comme on dit souvent, trouver les mots. Ceux qui correspondent à son sport, au tempérament de son athlète, à l'enjeu du moment. Et le sportif de haut niveau, qu'on limite bien souvent à un corps sans cerveau égaré dans des propos clichés d'après-match, doit les comprendre, ces mots, se les approprier pour lui-même se créer un univers où il se sent bien. Des mots bien utilisés dans le sport, c'est un peu comme les mots d'une formule magique. Ça provoque quelque chose de surnaturel, hors du commun. De ces mots qu'on emploie dépend aussi toute notre représentation de notre discipline.
Il y en a des tas, des expressions atypiques qui donnent un peu de couleur dans le sport, des expressions dans lesquelles les athlètes se reconnaissent et se comprennent, vous allez me le confirmer. Et quand on les prononce et qu'on les entend, ces mots-là, on se sent faire partie d'une communauté, la communauté des coureurs. Pour les décortiquer, ces expressions venues tout droit du tartan, voici le cruciverbiste du 800, le seul et l'unique, fils d'un grand amoureux de la langue française et écrivain, passionné par sa propre discipline, Maxime Tillman. Que veut dire avoir les jambes chargées ? Le langage des coureurs est unique. Unique car ce sport nous pousse au-delà de nos limites physiques. Ce dépassement de soi provoque d'étranges sensations à notre corps. Et c'est entre deux shots d'endorphine et de dopamine que les coureurs tentent de décrire ces sensations. Parfois, elles seront décrites comme quelque chose d'agréable, avec des fourmis dans les jambes, se sentir voler, avec de bonnes sensations. Souvent, elles seront décrites comme quelque chose de plus pénible, car oui, la course à pied n'est pas un sport facile. Avoir des jambes remplies de déchets, sentir que nos pieds sont tout à coup plus attirés par la gravité, avoir des courbatures à cause de la séance de la veille, rendant l'aisance des foulées difficiles. Ceci signifie avoir les jambes chargées. Elles sont chargées de nos kilomètres engrangés durant des mois, de tous nos footings, nos séances d'aérobie, de sprint et de musculation. Avoir les jambes chargées est bien souvent le quotidien de coureurs en période d'entraînement. Ils devraient y faire face et trouver des moyens de les alléger au moment venu, pour ensuite à nouveau les charger et tenter de progresser. C'est un cycle passionnant où tout coureur peut se reconnaître. En effet, les coureurs et les jambes chargées ne font qu'un, car peu importe la discipline en athlétisme, à un moment, elles le seront. Que ce soit dans les dernières répétitions d'une séance de sprint, à la fin ou dès le milieu d'une séance spécifique 5000 mètres, ou même dès le début d'un footing pour un coureur de plus longue distance étant fatigué, cramé de la veille. Voilà qu'on en vient à notre deuxième expression, être cramé. Vous l'aurez deviné au vu du contexte dans lequel elle vient d'être employée, et ce dans la continuité de celle que l'on vient de décrire avant. Être cramé signifie être très fatigué. Être cramé et avoir les jambes chargées peuvent aller de pair. Elles seront utilisées pour les mêmes raisons, lorsque notre corps est atteint par la fatigue. Cela dit, cette deuxième expression est plus générale. Le coureur l'utilisera plus lorsque l'ensemble de son corps est au bout du rouleau. C'est lorsque notre souffle se coupe au moindre changement de rythme, lorsque cette sensation au ventre arrive alors que le coach nous dit que l'allure est censée être facile. Des allures faciles. Voici quelque chose qui est aux antipodes de notre troisième expression. Cette dernière expression est utilisée par les coureurs sadomasochistes, aimant la souffrance rapide et virulente. Certains adeptes doivent avoir compris de laquelle je parle, être lactique. Je parie que tout le monde a déjà été lactique, même pour ceux qui ne courent pas. Vous voyez ce moment où l'on tente de se lancer à pleine foulée dans un rêve, et où tout à coup, on n'avance plus. Notre corps ne répond pas et nos jambes sont au ralenti. Notre rêve se transforme en cauchemar. Ajoutez à cela de douleurs intenses aux ischios et aux fessiers, remplis de lactate et d'acidité. Ces bras pesant une tonne chacun, et le pire est à venir. Le pire est lorsque l'effort s'arrête. Les secondes deviennent des heures et les minutes des journées entières. On reste couché. Certains gémiront, d'autres seront silencieux en position latérale de sécurité. On relève ensuite la tête et on voit notre compagnon d'armes à genoux en train d'évacuer de façon express son goûter pris 2 heures auparavant. Voici ce qu'est être lactique. En tant que coureur de 800 mètres, je baigne dedans. Et je me souviendrai toute ma vie de certaines séances spécifiques. Je me souviens par exemple de cette séance de 2 x 500-300, un spécifique 800 mètres, début été 2021, où j'ai fini 20 minutes couché à terre. On s'en souvient tous. Ouais, en position latérale de sécurité, et il faisait un peu froid. Et des gens sont venus me mettre un drap sur moi pour que je prenne pas froid, tellement j'étais cuit. Voilà ce qu'est être lactique. Ismaël, tu as déjà été lactique ? Oui, j'ai déjà été lactique. Je m'en souviens bien. C'est pas des situations qu'on apprécie, forcément. Tu penses à quoi quand tu es lactique ? À rien. Juste savoir me relever et faire ça ne pas avoir trop mal s'il y a trop dur. Tu es aussi resté longtemps couché à terre parce que certains. Je pense que les athlètes vivent le lactique un peu différemment. On sait tous ce que c'est, mais il y en a qui ne savent plus bouger pendant une demi-heure. Il y en a qui vomissent tout de suite. Et il y en a qui le supportent au final plus ou moins bien. Tu es dans quelle catégorie, toi ? Je le supporte bien. J'ai fort mal à la tête, ça dirait que ça va exploser. Et un peu dans les fesses, mais j'ai jamais vomi. Jamais. 13 ans de carrière, j'ai jamais vomi. Et vous ? Moi, ça m'est déjà arrivé 3 fois. Ouais. Maxime ? Jamais vomi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ruben, après ces courses, il faut attendre une demi-heure avant de pouvoir discuter. Ça va. Et moi, j'ai une question existentielle. C'est quoi ta position, justement, de lactique genre, 10 secondes après que tu aies franchi la dernière ligne de ton entraînement, c'est main sur les genoux en restant debout, ou bien un petit genou à terre, ou bien carrément couché
Parce que je t'ai Quand jamais je- vu, je pense, dans un état comme ça. Non, et c'est ça rare. m'intéresse quand même. C'est vraiment rare. Donc quand je suis vraiment fatigué, je me couche. Hmm. 30 secondes, après je me relève Ah parce ouais, que ouais. après, il faut envie de marcher. Maxime, il sinon- fait une sieste. c'est hein, il est- impossible. Mais moi, comme il l'a moi, dit, en fait, je suis dans position. toutes les catégories. Je gémis, je me mets en position de sécurité, je rampe. Ah ouais, pur cours de 800. Ouais, c'est violent ce Non, qu'on moi, je- s'inflige. Parce que je suis bien entraîné. Hein. Ok, tu parlais du cross tout à l'heure. Tu as eu un titre de champion de Belgique de cross, un cross court. Ouais, j'ai gagné la Cross Cup aussi. Hein. Oui, tu as gagné la cross cup, sur cross court aussi. Ouais. Il y en a, vous êtes déjà donc ici 3 à avoir gagné la cross cup sur cross court, pas 4. Ça te manque les cross? On vient de finir la saison là, tu as regardé la cross cup, tu as suivi. Moi, j'ai tout suivi, j'ai suivi en direct. Mais ça me manque, oui. Mais je suis trop vieux pour ça. Mais j'aimerais bien, mais si les parcours sont secs et il fait vraiment très froid, je pense que je peux être un véritable concurrent aux petits jeunes. Mais Ah, moi, je me réjouis de voir le championnat de Belgique de l'année prochaine en cross court si tu viens de faire un tour. on m'a proposé de venir en tout cas. C'est vrai? Ouais, on m'incite à m'inscrire pour me qualifier, mais Oui, pour le relais Ouais. à Bruxelles. Mais Le championnat maintenant, il d'Europe. faut rester. Enfin, si le parcours est fort boueux, je prends pas de plaisir, j'arrive pas à courir sur des parcours boueux. Maintenant, s'il fait sec, je pense que ça peut être très bien pour moi. Et pour l'équipe, ça en fait un bon relais, donc ça peut être sympa. Mais j'aimerais bien, peut-être, oui, l'année prochaine, faire un petit comeback. Ruben, réaction par rapport à la potentielle participation d'Ismaël sur le cross et Maxime? Ouais, c'est un gros plus pour l'équipe de relais, en effet. Après, du coup, ça rend encore plus difficile l'objectif de se qualifier pour cette équipe, vu qu'il n'y a que 2 places. Ouais. Mais, Enfin, 3, mais. Trois. Tu étais à la 3e place cette année, 3 Maxime. places, oui, il y a un remplaçant. Mhm. Mais dans tous les cas, c'est trop bien d'avoir de la concurrence en cross. Ouais, c'est et, sympa. Moi, je et pense au que. final, le but, c'est toujours de préparer l'été. Donc, au plus il y a de Ouais, concurrence, c'est une plus-value, c'est pas. Donc, ça sera un plaisir de te voir à Bruxelles. Et Ruben, le parcours sec, À Bruxelles, ça n'existe pas souvent. Ouais. Ouais, Moi, là, je l'ai cette gagné année- une là, cette fois en année, c'était quand même pas mal 2016, sec, il hein. était sec. C'est là où j'ai gagné. qu'est-ce que vous pensez du parcours de Bruxelles qui sera le théâtre du championnat d'Europe l'année prochaine? Je pense qu'il n'y avait pas meilleure place. C'est Mhm. un beau spot, c'est beau. Mhm. Le parcours est très dur, donc pour les vrais crossmen, c'est top. Parce qu'un parcours roulant autour d'un terrain de foot comme un nu, c'est très bien pour faire vraiment de la vitesse, mais il faut un peu des parcours Ouais, cassants. Donc, je pense que Bruxelles, et même quand celui qui gagne Bruxelles, ça reste un beau souvenir, Ouais. c'est sympa. Et puis il y a l'Atonium, pour les touristes, ça va être sympa. C'est vrai. Grand parc. Là, tu penses à tout le monde. Ouais, Touristes, coureurs, comme ça. Un peu de Ça peut marketing. être, hein. Et Ruben, le parcours de Bruxelles? Moi, je l'adore. Je suis. Franchement. Pourquoi? Il est top. Je sais pas, il y a des côtes, il y a tout. Il y a des haies, Ah. il y a des tournants, mais pas trop serrés, pas trop des zigzags comme ça. C'est un beau parcours. Vraiment un beau parcours. En tout cas, il t'a plutôt souvent réussi. Ouais, j'aime bien. La dernière côte, là. La descente, Oui, la- surtout. Ouais, c'est la descente. Ouais, hein. la côte et la Avec ta descente. grande- ta grande foulée, là. C'est la zone Coringeant. La fin de la côte et la descente. Maintenant, ça a ce nom-là maintenant. L'athlétisme, la course à pied, c'est un sport indémodable. C'est pas une discipline régie par un quelconque phénomène de mode. Depuis des décennies, les gens courent, peu importe les tendances sociétales. L'athlé n'est pas une mode, certes, mais l'athlé a ses modes, bien à lui. Les coureurs de tout type arborent aujourd'hui des vêtements dernier cri, des coupes de vêtements extravagantes, des couleurs flashy, des baskets de plus en plus énormes dont la taille semblable à celle des chaussures de cosmonautes signifie sans doute que ceux qui les portent espèrent sans doute qu'on puisse les voir depuis la Lune. Dragonfly, Vaporfly, Alphafly, autant de sonorités qui nous emmènent loin dans l'espace, vers d'autres galaxies, avec des modèles de plus en plus improbables. Bref, la performance chez les coureurs, c'est quelque chose, mais le style aussi. Difficile pourtant de toujours pouvoir faire correspondre look et élégance avec un effort intense. Quand on s'entraîne, quand on concourt, on sue, on se salit, on grimace même aussi. Alors comment avoir du style en courant? Eh bien, année après année, saison après saison, une mode saugrenue demeure chez les athlètes de demi-fond, c'est celle de la moustache. Alors pourquoi? Comment? D'où vient cette tendance faite de pilosité soignée? Toutes ces moustaches sur pattes méritent d'être décortiquées par un jeune athlète qu'on connaît bien maintenant en Belgique, sans doute d'abord par ses performances, mais très certainement aussi pour les poils qui se dessinent librement
entre son nez et sa bouche. Chers auditeurs, la moustache rose de l'athlétisme belgo-luxembourgeois, double champion de Belgique de cross, champion de Luxembourg en titre sur 3 multiples, médaillé de bronze des Europes de Dublin en catégorie espoir, Ruben Corageant, à qui je cède la parole, pour qu'il nous parle d'une première moustache restée célèbre dans le domaine du sport, celle du marathonien américain Frank Shorter, dans le Moustache Club. Alors effectivement, je vais parler de la moustache. Alors la moustache, c'est un look qui ne pardonne pas. En général, ça le fait ou ça le fait pas. C'est à la fois un cap à passer et un vaste concept à assumer. Chez les coureurs, elle peuple ici et là le peloton du demi-fond. En Belgique cette année, Michael Sommers ou Sten Batten l'ont fièrement illustré. Nombreux sont ceux qui l'ont au moins une fois arboré. Peut-être une course en particulier, pour le Movember ou comme pour bonheur, ou bien un clin d'œil aux coureurs du passé. Car oui, c'est aux origines du running et à la conception de la course à pied comme sport populaire à part entière qu'il faut remonter. Dans les années 60-70, la course à pied en tant que loisir fait un grand bond. Tout le monde se met à courir dans les parcs, dans les rues, dans les sentiers, en tout genre. On découvre une nouveauté, des joggeurs invétérés. C'est le début du jogging. Et comme tout mouvement populaire a besoin de trouver ses repères, les Américains de l'époque se retournent vers les champions du moment, qui deviendront vite de véritables mythes. Deux noms ressortent, résonnent aujourd'hui encore sur les noms des adolescents US qui s'intéressent à la course de fond. D'abord celui de Steve Prefontaine, véritable légende aux origines de la marque Nike, dont l'histoire mérite qu'on lui réserve une chronique à part dans le futur. Et son concurrent, rival et également ami, Frank Shorter. C'est lui, mon moustachou du jour, le premier d'une longue série. Docteur en droit de l'Université de Floride, quadruple champion des États-Unis sur 10 000 mètres et autant de fois en cross-country, Frank Shorter est surtout reconnu comme le marathonien aux 2 médailles olympiques. Le marathon, c'est notamment lui qui a participé à le populariser aux États-Unis. D'abord, forcément grâce à ses médailles d'or olympiques à Munich en 72, mais aussi très certainement grâce à son style. Shorter, c'était la grâce, la fluidité incarnée, vraiment la fluidité incarnée. Quand on le regarde courir les 10 derniers kilomètres d'un marathon, ce qu'on associe normalement à l'épuisement, à la souffrance, à la terreur, eh bien chez lui, nulle trace d'effort, ni d'un mur, pourtant décrit par tout le monde. Ses jambes enchaînent, décrit par les marathoniens si vous voulez, ses jambes enchaînent sans broncher les foulées, le buste demeure bien droit, l'asphalte semble se dérouler sous ses pas comme du velours, tandis que son visage, impassible et serein, n'a pas changé depuis le départ, 30 km auparavant. Et au milieu de ce visage épargné, surtout, cette moustache, allongée comme au début du siècle dernier, élégante, coquette, raffinée, proustienne. Les foulées de Shorter, souples et graciles malgré les kilomètres, a révélé au monde entier qu'on pouvait courir un marathon dans l'aisance et la grâce. Bref, il a rendu ça beau. Mais c'est sans doute sa moustache bien taillée, ce petit élément de noblesse, cette coquetterie aux apparences anecdotiques qui ont contribué à ce que son charisme traverse l'histoire. La moustache n'arrive qu'après la puberté. Cette pilosité nouvelle est une sorte de passage symbolique à l'âge adulte. Celle de Shorter, c'est un peu un signe de maturité nécessaire au marathon. Comme si la moustache, comme les 42 km, représentait le temps de devenir un homme, le temps de se trouver de nouvelles limites, le temps de faire vibrer le monde sans trace d'effort. Frank Shorter, c'est l'histoire du running, du jogging, de la passion américaine pour les longues distances, le style fluide et relâché que tout le monde aimerait pouvoir imiter, élégant, pur dans la foulée malgré les distances accumulées. Le style tout court en fait, et la maturité inhérente à la sagesse que procure le marathon. C'est interpellant d'ailleurs, en fait, de s'appeler Shorter et de marquer l'histoire de la plus longue distance olympique. Vous ne trouvez pas? Comme si au fond de lui, ce n'était pas si dur que ça, le marathon. Parfait. Nickel. La moustache, c'est, comme tu l'as dit Ruben, une coquetterie, mais aussi peut-être un rituel pour certains athlètes, voire un rêve pour d'autres qui n'ont pas la chance de pouvoir la laisser pousser. C'est pour ça qu'on reste sur 800 mètres. S'il faut avoir une longue moustache pour pouvoir être élégant sur signe un de marathon et maturité, tenir le marathon, signe d'être devenu un homme, non, la moustache, on est bien Ruben a depuis longtemps, déjà depuis un petit temps en tout cas, La moustache. voilà.
Et vous, les trois autres, la moustache pour le Moi, c'est demi-fond? un duvet de prépubère. Je n'ai pas encore atteint ma puberté, visiblement. On est Donc, tous passés par là. Ça a été un duvet de prépubère pendant des mois aussi. On est tous passés par là, il a 5 ans de moins. Maxime Delvoye, on a vu la moustache, la tentative de moustache pour la qualif à Roulers cette année en Ça, cross. si c'était une tentative de moustache, peut-être un petit peu de laisser aller. Mais, Ruben m'a parlé sens pas de, trop ça, quand il quoi. parle de ta moustache, il parle de carte de crédit. ouais, je pense que c'est mérité. Et Ismaël, la Je moustache, ça mérite. t'est déjà arrivé de la laisser pousser pour la course, pour Non, du tout. t'es indifférent à cette mode? Bah, j'ai pas beaucoup non plus, donc... Ouais, t'as de quoi sur le dessus de la bouche. Là. Il y a moyen. Est-ce que on te verra à l'avenir avec juste la moustache quand au tu départ passes sur d'une course? marathon, après Marathon de New York, 2024. est-ce que tu peux, s'il te plaît, avoir cette dégaine-là? Toi, il bouclerait sur les bords, je pense. Ah oui, une moustache impériale avec les... Je ne pense pas. Non, pas convaincu. Non. Ah, l'essentiel, c'est de rester soi-même. Ok, ben, tu viens de le dire, le cross, t'es trop vieux pour ça. T'es un coureur purement de 1500 mètres. C'est quoi être coureur de 1500? Comment tu te définirais au fond? Quelle qualité il faut? Coureur de Et 1500, est-ce que tu c'est les quoi? as toutes? Qu'est-ce que ça exige par rapport aux autres distances? Parce que tu as fait ta carrière sur 1500 mètres. Tu as commencé par le 800, tu as switché un moment et avec la réussite qu'on connaît, record de Belgique, championnats internationaux. Donc, il y a de quoi dire, tu es un coureur de 1500. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi? Ça implique qu'il faut beaucoup de choses. Je pense qu'il faut être... melting pot, il faut avoir de la vitesse, Mhm. de l'endurance, de la résistance, bien gérer le lactique. En fait, il faut vraiment être polyvalent sur toutes les distances. J'ai l'impression que c'est un résumé du 800, du 400, du 5000. Ouais. Parce qu'un bon coureur de 1500 peut tout faire. Ouais, je pense, Je c'est pense vrai. qu'il peut faire un bon 400, enfin pas en 40, il peut faire un bon 448 Le secondes. 4x4 des interclubs. Ça aussi. Pour ton président de club, C'est là besoin de moi avec plaisir. on salue ici évidemment Noël Lévesque. Donc je pense qu'il faut un bon coureur de 400 peut faire un bon 400, un bon 800, un bon 3000, un bon 5000, un bon cross-country. Il peut même être rapide sur des 200. Mhm. Mais... Et c'est quoi alors la différence par rapport au 800 on dit souvent que c'est le carrefour de toutes les disciplines aussi. Mais le 800, il faut quand même être très rapide parce Ouais. que faire une 46, c'est bien. Mais au niveau européen, maintenant, c'est plus assez. Donc je pense qu'il faut courir dans les lignes 44 pour être bien classé. Et pour faire une 44, il faut peut-être faire Et faire la 47 vitesse, il faut sur 400. 47. Donc, et si tu sais pas courir 47, je pense qu'à un moment, tu vas être limité au Mm. niveau... Maintenant, ça dépend ce qu'on vise. Si on vise un niveau national, 46 et de performance en vitesse, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on en pense là-bas, les coureurs de 800? Il y a encore du travail. 47 sur 400. Ouais, on connaît nos faiblesses, on les travaille chaque jour, Ouais, on parce essaye. Parce que quand on voit un Elliot Creston qui est très fort sur 400, après il est très performant sur 800. Mhm. Mais s'il fait un 1500, je pense qu'il va courir au max du max, à peut-être faire un 3,39. Oui, sans doute. Hein. Donc, mais à mon avis, il sera couché pendant une demi-heure. mais faire un 5000, on le verra. Enfin, je pense Non. pas qu'on le verra sur un 5000. Donc, Tandis qu'un coureur de 1500, bien. 1500, je peux monter sur 5000 demain, comme faire un 800 la veille. Donc, je pense que. Maintenant, je ne ferai pas des chronos de fou sur 800, mais je pense que je peux courir. J'ai un petit objectif cette saison, c'est de refaire quelques 800 en mois de mai. J'aimerais bien courir un gros 45. Ah oui. Ton record, c'est une 46. 46-31, je pense. Ok, J'ai fait en passer sur une préparation. 46. Ça, c'est l'objectif. Enfin, je me suis mis ça en tête depuis. En fait, j'ai toujours voulu courir une 45. D'accord. Et ici, quand j'ai préparé un peu l'Istanbul, j'ai refait un peu de vitesse et je trouvais qu'elle était pas mal. Par exemple, tu as fait. C'est- Tu peux nous donner un exemple de séance tant qu'on en parle? Ça intéresse, je pense, tous Qu'est-ce que les j'ai fans fait d'athlètes qui écoutent, qui regardent. C'était une séance, j'ai fait 400, 300, 400, 200 et 400, 200. Je faisais 400 en 60 secondes, 45 secondes de récup et le 300, 37, 9, mais de plus en plus vite. Avec 45 secondes. Ouais. Et après, Et entre les blocs? 3 minutes. Ok. Et après, j'ai fait 400 toujours en 60 secondes et le 200, c'était en 24 Ah ouais. avec 45 secondes, ça reste court. Et c'est toujours progressif. Le 100 mètres devait être 14. Ah ouais, et de après, plus en plus ouais, vite, le au fur et à mesure de 300, la c'est de plus en répétition. vite parce qu'on avait commencé en 14, 13, 11. Et le 200, puis le dernier des blocs, c'était 300 en 40 secondes, Mhm. 45 secondes de récup et j'ai dû faire le 200 à bloc à bloc. Ok. Et là, tu as fait. Je sais plus, mais j'allais vite. Mais le problème, c'est qu'en indoor, Ouais, ça tourne premier fort. couloir, t'arrives au troisième, donc c'était pas. Donc, je me disais que la vitesse était bonne, donc pourquoi pas. En tout cas, c'était une séance de préparation pour le championnat Oui. d'Europe, je suppose, pour arriver à sortir un kick. Pour la série, hein, Ouais. on va sortir de Et la tu misère. l'avais vraisemblablement. Non, le kick était bon Ouais. parce que j'étais vraiment confiant, parce que j'étais facile, donc La séance a porté ses fruits. apparemment oui. Ouais. Le plus important, ça reste l'été. Bien sûr, ouais, c'était
juste une petite étape, le championnat d'Europe. Oui, c'est ça. Donc, c'était pas l'objectif de base. Mais maintenant, comme j'étais qualifié, je me suis dit pourquoi pas. Et rater un championnat, c'est toujours un peu frustrant si après les concurrents font des belles performances. Donc, je me suis dit autant y aller, pas regretter. Et je suis content, franchement. Je suis content. Maintenant qu'on parle des championnats d'Europe, c'était un peu l'événement qui venait ponctuer une période quand même compliquée pour toi, justement avec le changement d'entraîneur, avec beaucoup de discussions concernant ton statut professionnel. Comment tu as vécu, sans devoir rentrer dans les détails, mais cette période un peu obscure de ta carrière, c'est sans doute pas la plus belle, mais tu la ponctues d'une belle manière. Oui, une j'ai eu la revanche. chance de bien la terminer parce que j'aurais pu ne même pas la commencer. Ouais. Parce que, comme on a dit, il y a 6 mois, j'étais prêt à arrêter. Donc, c'était difficile parce qu'il fallait rester. Quand on s'entraîne, il faut de la sérénité. Mhm. Parce que quand on court, on fait que réfléchir. Donc, je voulais de la sérénité, j'en ai pas eu. J'en ai vraiment pas eu. Quitte à me réveiller plusieurs fois pendant la nuit avec des coups de stress. Et en fait, j'avais une injustice. Donc, j'arrivais pas. Enfin, je peux comprendre qu'on me dise t'es trop vieux. Et j'en suis. Je suis Donc- premier à dire que je vais avoir 33 ans. Et ça me ferait plaisir que des jeunes ici prennent mon contrat et faire des performances. Mais s'il n'y a Enfin, pas de relève, pourquoi retirer un contrat où il n'y a qu'un leader sur 1500 et on doit. Je sais même pas, il est où mon contrat. Peut-être. Je sais pas, il est où. Donc tu es le meilleur coureur de 1500 mètres de l'histoire en Belgique, avec le record de Belgique, avec plusieurs qualifications internationales, comme on l'a dit. Et donc la situation, c'est que on t'a dit on ne va pas reconduire ton contrat professionnel parce que tu es trop vieux. Parce que j'ai pas réussi 2 objectifs cette saison en 2022. 2022. Donc il fallait faire un top 8 à Munich. Malheureusement, j'ai fait top 12, même si j'ai fait finaliste. J'avais couru 3,34 à Rabat, ce qui était déjà très bien, mais c'est pas assez aux yeux de l'ADEPS. Donc c'est toujours une discussion. Et même si je cours 3,33, c'est pas assez. On m'a dit que c'était pas rapide. Donc, Oui, ce qui te place pourtant parmi les meilleurs mondiaux. ouais, mais c'est pas donc- assez pour notre pays. D'accord. Il y a une politique quand même assez étrange dans l'attribution des... Et puis il y a une ligne de conduite, C'est de ça. progression où qui est presque impossible à tenir. il faut avoir 23 ans,8. Donc si on suit la conduite, on m'a déjà donné un contrat à 27 ans. Donc au final, Comment ça, 23 ans,8, j'ai pas... pour être performant sur 1500 mètres, la moyenne à l'heure d'aujourd'hui, c'est 23 ans,8. Ok, Je sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, 23 ans. Mais on sait tous que chaque athlète est unique, performe à différents moments en fonction de... Ben, évidemment, toi, tu as Mais commencé ça très reste tard. c'est ça reste de la théorie. C'est comme j'ai pu mentionner lors de la réunion, je dis à quel âge on est vieux physiquement. Quand j'ai Marc Franco qui me dit que je suis pas vieux, mais qu'après l'ADES me dit que je suis vieux. Donc à quel âge je suis vieux? Si chaque année je progresse, si mon corps est bon, parce que quand on voit des athlètes, il y a la Jamaïcaine qui a 37 ans, 2 enfants, et elle fait des médailles au JO, elle fait des médailles partout. Elle est vieille. Ça veut dire C'est quoi, vraiment un vieux? concept à remettre en question, Ça veut dire effectivement. quoi, vieux? Donc, Moi, au championnat d'Europe, quand j'ai vu Julien Watrin faire à 30 ans faire vice-champion d'Europe et sa Ouais. plus belle course de sa carrière, certainement en Sur individuel. 400 mètres en plus. Moi, il m'a fait rêver. Je me suis dit justement, une carrière bas construite, et comme la tienne, Ismaël, sur le tard, je me permets encore de rêver alors que j'ai 23 ans, par exemple, pour atteindre un jour un grand championnat, quoi. Et certes, même si je ne l'ai jamais atteint encore là actuellement. moi je trouve qu'il faut pas gens se mettre comme ça de qui limite. peuvent- Si tu es bien physiquement et que tu t'entretiens bien et que tu as une bonne hygiène de vie, à quel âge on est vieux? Donc tu vois, c'est ça qui est. C'est des représentations un peu limitées de C'est comment... de la théorie, c'est Ouais. des fichiers Excel et ça, moi, j'accepte pas. Donc, mais ça, je l'ai dit. Donc, un athlète ne rentre pas dans un fichier Excel. Donc, chacun est atypique, chacun peut être. Enfin, il y en a qui ont été très forts à 22 ans et à 25 ans, ils sont où? Tout à fait. Donc, ils sont. Je ne vais pas dire qu'ils sont has-been, mais il y a des moments pour chaque personne. Il faut étudier la personnalité de chacun, l'évolution de chacun, d'où il vient. Et après, de là, on peut imposer des critères. Et qu'est-ce faut- qu'ils en pensent, alors, de ce discours-là? Ben, qu'il y a une moyenne et qu'il y a une lignée, qu'il n'y a pas assez de budget, qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Ouais. Donc, après, c'est une discussion. Je ne vais pas rentrer dans les Non, non, détails, mais en tout cas, tu penses que l'ADEPS, ou l'ADEPS ou la Fédération francophone d'athlétisme est peut-être trop figée dans des critères théoriques la plutôt que de fédération, pour comprendre, ça- essayer de comprendre la trajectoire d'un athlète. La fédération, pour ça, non, elle ne se calcule pas sur l'âge parce que, quoi qu'il arrive, même si j'ai toujours ma bourse, donc c'est sur les contrats où il y a une ligne de conduite pour que ça rentre dans les lignes de tout le monde. Mais si on rentre dans les lignes de tout le monde, comment on peut, par exemple, comparer un sport olympique avec un sport non olympique? Mhm. Donc, alors, on doit faire des classements. Exact. Parce que je ne veux pas dire que les autres sports non olympiques sont moins bons, mais un sport olympique reste le numéro 1, donc ça reste la vitrine de tout le monde. Enfin, C'est- comment on peut comparer un top 8 JO avec un top 5, par exemple, non olympique? Donc, il y a des. C'est d'ailleurs très paradoxal, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'athlétisme, c'est le premier sport olympique numéro 1, qui est la base de tous les sports en quelque sorte, et c'est sans doute
le parent pauvre des financements, des aides, du soutien dans le sport en Wallonie. Il y a des sports qui bénéficient de plus de soutien, en tout cas plus d'athlètes, plus de sportifs bénéficient de soutien que les athlètes en athlétisme purement. Et comme on le sait, c'est un discours qui revient souvent, au final, un athlète olympique dont la discipline est l'athlétisme, le sport est l'athlétisme, et il touche le chômage en gros à peu près. Enfin, il a un salaire minimal, mais on ne vit pas de manière grandiose, fastueuse, alors que vous êtes parmi les meilleurs athlètes du monde dans le premier sport olympique. C'est paradoxal quand même. À quoi c'est dû? C'est l'offre et la demande. Maintenant, quand on fait il y a un meeting par an en Belgique, donc c'est pas comme le match de foot. Tu peux voir, enfin, tous les matchs de D1, il y en a un par semaine, donc pas tous les 2 semaines. C'est toujours, on va dire toujours rempli, mais les spectateurs sont là, ils achètent les maillots. Maintenant, c'est un business, c'est du privé. Maintenant, on fait avec ce qu'on a. On sait bien qu'en étant athlète, on sera pas riche. On fait ça pour l'amour du maillot. Enfin, se dépasser, c'est un beau sport. Franchement, pour moi, ça reste le plus beau sport. Ça permet aussi d'avoir même une structure. De vie, tu veux dire? De vie, de tout. Tu vois, avoir une hygiène de vie, d'arriver, même c'est bête, mais ici, on avait rendez-vous à 13h, tout le monde arrive à l'heure parce qu'on a cette habitude d'être à l'heure pour nos entraînements et tout. Donc, ça permet aussi d'élargir un peu nos horizons, mais maintenant, on sait bien qu'on ne sera jamais riche, même si on gagne des courses. Je préfère gagner un jogging que gagner à Démonique, parce que quand je fais 5 à Démonique, ça ne ramène pas grand-chose. Hein. Parce qu'on fait ça pour l'amour et pour la passion, la vraie. vraie. La passion et battre ses records. Parce que si tout le monde ici au bord de la table bat son PB cette saison, il sera fier. Je pense qu'il sera plus fier de battre son bébé que de prendre 1000 €. C'est ça qui stimule l'athlète, c'est sûr, c'est pas l'argent. Oui, le problème quand même, c'est que pour rivaliser sur un plan international ou encore pour progresser quand tu as atteint un certain niveau, juste battre ton record, après, ça devient compliqué comme ta carrière l'a prouvé, ça devient compliqué de ne pas pouvoir t'entraîner suffisamment pour progresser et donc de devoir travailler, de devoir... Oui, parce que quand tu arrives à un certain niveau, après c'est le détail qui va jouer. Donc c'est la récupération, c'est le staff, c'est les compléments alimentaires, c'est les voyages. C'est la sérénité dont tu as parlé aussi. Oui, ça aussi. Donc je pense que si on est serein, on progresse bien. Mais donc si tu dois travailler, si tu es confronté chaque année au fait il n'y a pas d'athlète pro qui travaille. Ça, c'est ça. Il faut rester donc si tu veux rivaliser avec eux, non, ça tu sais pas. Enfin, tu t'entraînes 2 fois par jour, tu vas chez le kiné l'après-midi, tu travailles quand? Ça, il faut m'expliquer, ça on ne sait pas. Après avoir parlé moustache et donc style, on doit bien se rendre compte qu'un athlète ne laisse pas son apparence au hasard. Personne n'est sans doute mieux placé pour nous en parler que Ange Victoria, coureuse de 400 mètres, dans sa chronique « Tu cours ou tu défiles ». Tu cours ou tu défiles? Bienvenue dans ma chronique. Début 2023, le journal sportif L'Équipe a publié un article intitulé « Fashion Week, bien s'habiller pour pédaler ». La Fashion Week a eu lieu du 17 au 26 janvier et les créateurs ont décidé de s'inspirer du cyclisme pour imaginer leur création. D'ailleurs, l'an dernier, la créatrice Marine Serres a dit « Moi je vais au boulot en vélo ». Une grande majorité de l'équipe aussi, donc le confort est primordial. Michael Colvin Anderson, un grand promoteur du vélo de ville, a dit dans son ouvrage « Habillez-vous en fonction de votre destination ». Pas de votre trajet. Une façon de dire que vous pouvez être habillé de manière chic et adaptée en fonction de l'endroit où vous souhaitez vous rendre tout en faisant du sport. Comme quoi, cyclisme, sport et mode, c'est tout à fait possible. J'ai donc fait un sondage sur mon compte Instagram pour savoir combien d'entre vous étaient plus motivés à faire du sport en fonction de ce que vous portez. Et 73% ont répondu oui. Vous êtes beaucoup plus motivés à faire du sport en fonction de ce que vous portez. Et personnellement, je vous comprends totalement. Moi, ce que je préfère, ce sont les tenues de demi-fondeur parce qu'elles sont simples et légères. J'ai d'ailleurs customisé ma dernière tenue de demi-fond avec des motifs africains pour pouvoir les matcher avec mes différentes tenues Ethnolysius. Sur ce même sondage, vous avez répondu que vos marques sportives préférées étaient Nike, Puma, New Balance et même Ethnolysius. Et cette dernière réponse, je promets que ça ne vient même pas de moi. Mais moi, si je préfère Ethnolysius, c'est parce que la marque est différente et atypique. Et en vérité, la designer, c'est ma coach. Ça veut dire que je peux de temps en temps donner mon avis sur les créations et imaginer les vêtements avec lesquels je vais pouvoir courir en compétition. Et ça, j'avoue que j'aime bien. Cette année, je pense que la mode, c'est de porter une tenue avec une seule manche. Ethnolysius a sorti sa création en décembre, mais Adidas aussi. La célèbre sprinteuse, Lieke Klaver, alignée sur 400 mètres, a effectué un record personnel en 51,00, avec une tenue similaire, ou presque. Une tenue qui va plutôt bien à Nadine Visser également, sprinteuse court qui a déjà obtenu la médaille de bronze au championnat du monde en salle. Mais je pense sincèrement que cette année, on a tous eu la même inspiration, puisque Adriana Soulek, l'heptathlonienne qui a obtenu la médaille d'argent juste derrière Nafissatou Thiam durant les championnats d'Europe à Istanbul, s'est présentée avec cette tenue. Je parle d'inspiration esthétique, mais je pourrais également parler d'inspiration au niveau des personnalités. Dans le sport,
plus précisément l'athlétisme, mes inspirations à moi sont Cynthia Bolingo, de par sa beauté et sa persévérance, mais également Trayvon Bromell, parce que sa persévérance n'est pas passée inaperçue. En effet, il s'est blessé, il a eu une grosse blessure, et c'est vrai que pour la plupart du public, c'était impossible qu'il revienne à son meilleur niveau. Mais celui qui m'a réellement donné envie de m'affirmer en tant que personne, c'est l'athlète Gianmarco Tamberi, aussi appelé Half Shave parce qu'en fait il va en compétition avec la moitié de sa barbe. Gianmarco est champion olympique, mais également marié depuis 2022. Mais bon, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ça se prépare plutôt bien niveau mode, puisque du 20 septembre 2023 au 7 avril 2024, le Musée des Arts Décoratifs a décidé de présenter une grande exposition qui liera mode et sport. On le sait bien, les sports tels que le tennis, le patinage, le football ou même le skateboard ont pris une place essentielle dans notre univers actuel. Bien plus que durant l'Antiquité, mais ça, vous le découvrirez si vous allez à l'événement. On parlait donc de cette situation en Belgique qui est quand même très particulière, puisque ici autour de la table, il y a un athlète luxembourgeois. Dans notre groupe d'entraînement, on a aussi un athlète français. Ils ont eu ce discours. Dis-moi ce que tu en penses. Pourquoi avoir choisi finalement l'autre fédération? Ils ont 2 nationalités. Pourquoi ne pas avoir choisi la fédération belge? Le discours, ça a été notamment, au fond, la France ou le Luxembourg va m'aider à y arriver, mettre les moyens en place, pas forcément financiers, mais pour y arriver, tandis qu'en Belgique, on va m'aider une fois que j'y serai arrivé. Et finalement, toi, c'est ce que tu as vécu aussi. Tu as été aidé une fois que tu as atteint un niveau mondial. Et tu n'as pas été aidé pour atteindre un niveau mondial. Non, je pense que ça reste une problématique parce que ce sont les critères. C'est toujours une base de critères où on aide l'athlète quand elle arrive à terme. Mais comme on dit, quand on arrive à terme, on est arrivé solo. Donc la seule chose qu'on prend, c'est la bourse et le contrat. Mais c'est vrai qu'il devrait avoir une structure pour que l'athlète, il y ait une structure pour aider l'athlète en évolution. Et ça, il n'y en a pas. Mais je pense que c'est une problématique parce que lors d'aujourd'hui, il n'y a plus d'athlètes, il n'y a plus de jeunes talents. Et c'est parce je pense qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien qui est organisé pour les amener. Il n'y a pas de stages fédéraux, il n'y a pas un suivi régulier. Il n'y a pas des... Mais moi, ce qui me fait peur, c'est la relève. C'est pas ma carrière, parce que moi, ma carrière, elle est faite. Donc, mais c'est la relève surtout. C'est la jeunesse. Parce que si ici, on a un groupe où on appelle ça... Enfin, moi, j'appelle ça la jeunesse dorée. On n'a jamais eu un groupe, une densité d'athlètes aussi forte depuis des années. Mais après, il y a qui? Une fois que les Bourrelets auront pris leur pension, moi, j'aurais pris tous les vieux auront arrêté. Il y a quelque chose à construire pour j'espère surtout qu'il y aura le renouveau. Parce qu'il y a du talent. Je pense du talent, il y en a, bien sûr. Du talent, il y en a partout. On en voit tous les week-ends sur les pistes. Talent, le problème, c'est qu'il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, il faut le faire fructifier. Ça peut prendre des années. Donc, comme on dit, un diamant, il faut le tailler combien d'années pour qu'il soit au top? Et ça, maintenant, s'il n'y a pas de suivi, après, il faut se poser des bonnes questions. Quand on est jeune comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un doctorat ou alors on vise une carrière pro et peut-être gagner 1 500 € par mois? Donc, c'est... La question se pose pour... Actuellement, ça doit démarrer de l'athlète et de ce que toi, tu avais au trip en 2014. Oui, c'est ça. Tu n'as pas la fédération autour de toi qui te dit, tiens, c'est quoi ton projet, comment on fait pour y arriver? On sait actuellement que ça... Je pense que ça serait bien de mettre une structure un peu plus précise et suivre un suivi vraiment pro au niveau de... Enfin, pour suivre les athlètes, quoi. Je pense que c'est pour le bien de tout le monde, que ce soit pour les athlètes et pour la fédération et pour l'ADEPS, d'avoir une belle vitrine, des étoiles montantes comme le Bigold. Mais un Bigold un peu moins... Oui, pas forcément sélectionner ceux qui ont déjà performé chez les jeunes. On a ici l'exemple avec Ruben, il peut peut-être témoigner de sa propre expérience. Au Luxembourg, il a eu un suivi à un moment en junior, où il faisait 3,50 sur 1500, là où en Belgique, on ne lui aurait même pas donné un coup de téléphone. Je suis peut-être un peu trash dans le propos, mais... Et donc, depuis, ça l'a mis dans une perspective. Tu peux en témoigner? Non, mais il a tout dit. À 3,50, j'étais déjà aidé, donc... Le fait de se sentir déjà aidé, ça se dit, bon, j'ai quelqu'un derrière moi, j'ai envie de performer pour prouver que là, j'ai les moyens, je peux le faire, je veux leur prouver que c'est possible. Donc, ça nous met justement dans le processus que certaines personnes doivent avoir tout seules. Ici, ça te met directement dedans et ça t'aide à y parvenir plus facilement. En tout cas, je ne suis pas à ton niveau, mais je veux dire, j'espère y arriver parce que j'ai des gens derrière moi et je sais que j'ai des gens qui me soutiennent, justement, qui font tout pour m'aider, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, voilà. Et moi, dernièrement, un projet que j'ai apprécié, mais qui est un poil différent, c'est le relais 4x100 en Belgique. On n'en avait plus vu depuis un bail. Espoir depuis longtemps. Non, le relais senior. qui est en finale à Munich. Et c'est peut-être des athlètes qui individuellement, hormis Cobb Vlemings, qui commence vraiment en Flandre à vraiment atteindre un bon niveau sur 100 mètres, un très bon niveau sur 100 mètres, individuellement, ils n'auraient pas pu espérer quelque chose.
Et je pense que la fédération a quand même bien agi en créant ce truc, où ils se sont tous sentis enfin, alors qu'au final ils étaient un peu délaissés aussi, ces coureurs de 100 mètres, et ils étaient aussi à peut-être une lisière d'atteindre quelque chose individuellement, mais ils n'y arrivaient pas. Mais grâce à ce projet qui a été lancé en relais, ben, ils ont pu finalement faire une finale, et ça a été dur, hein. Ils se déplaçaient à l'étranger, ils réussissaient pas à faire tout les un finales. projet, toute une démarche, toute une Et cohésion. la démarche était vraiment axée sur le haut niveau, sur ce projet-là, en lien, enfin ils étaient coordonnés, fédération, athlètes, etc. Ils ont créé quelque chose de solide, en démarrant de loin, et finalement ils ont fait finale européenne. Ouais. Et c'est un bel exemple, certes c'est un relais, c'est un peu différent, mais ça, peut-être s'inspirer de ça, et ça a marché une fois en Belgique, pourquoi pas avec d'autres athlètes qui sont encore à cette lisière, mais aller les chercher à cet endroit-là, je pense que c'est un bon exemple, quoi. Sélectionner les 4-5 meilleurs francophones ou belges voilà, d'une discipline et essayer de les mettre ensemble. Dans le chrono, mais juste se dire s'ils sont les meilleurs francophones. Ouais, belges, travaillons avec les athlètes qu'on a pour les amener au plus haut niveau. Ouais, c'est ça. Plutôt que prendre ceux qui ont déjà performé. Ouais, voilà, c'est ça. Belle réflexion, tu es d'accord? Oui, très d'accord. Oui. Bon, on n'a pas besoin d'étaler nos réflexions sur la fédération qui, à d'autres égards, fait sans doute ce qu'elle peut aussi, mais je suis certain, comme on vient de le dire, pas mal de choses à améliorer. On ignore bien souvent d'où vient la performance en athlète. Au fond, plein d'éléments dans ce succès, cette réalisation, sont bien cachés. On peut appeler ça, quelque part, l'entraînement invisible. Adrien, un athlète de 200 et 400 mètres issu de la BAM Team, va essayer de mettre en lumière tous ces éléments, sans doute trop ignorés. Nous avons vu que le sommeil avait un impact non négligeable sur l'activité physique. A l'inverse, l'activité physique a également quelques impacts sur le sommeil. Des études scientifiques ont prouvé que pratiquer une activité physique régulière suffisante pour améliorer les capacités physiques de l'athlète permet d'augmenter l'amplitude des rythmes circadiens. Donc les rythmes circadiens comme par exemple le sommeil, la sensation de faim, la température corporelle. Donc tous ces rythmes basés sur le cycle circadien qui est un cycle de 24 heures qu'on appelle communément l'horloge biologique du corps humain. Concrètement, les personnes pratiquant une activité physique régulière dorment mieux, plus longtemps, ils s'endorment plus rapidement et ils se réveillent moins souvent durant la nuit. Ils ont également des transitions plus régulières entre les différents cycles de sommeil. A l'inverse, un mode de vie plus sédentaire provoquerait un sommeil beaucoup plus saccadé, peu profond, avec de nombreuses périodes de sieste dans la journée. Mais concrètement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir finalement si notre sommeil est efficace. Alors comment le savoir? Typiquement, la nuit idéale, c'est une nuit qui nous permet d'affronter nos entraînements avec la bonne énergie et sans se sentir totalement épuisé après. Mais finalement, c'est assez difficile de détecter une bonne nuit. Alors il y a plusieurs indices qui peuvent nous alerter justement si on est dans un manque de sommeil. Comme par exemple la baisse de la perception sensorielle, la limitation du champ visuel latéral, le ralentissement du temps de réaction moteur, donc ça typiquement pour les sprinteurs c'est hyper intéressant, les difficultés de concentration, l'irritabilité, le manque de motivation à l'entraînement et les troubles de l'humeur de façon plus générale. Ce qui est simple aussi, c'est d'analyser son état au réveil. Est-ce que je me sens très fatigué quand je me réveille? Est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout? C'est des indices qui peuvent nous alerter quant à la durée du sommeil. Est-ce que la durée est suffisante ou insuffisante? Est-ce qu'elle est parfois trop longue aussi? Ça peut arriver. Pour conclure, le temps de sommeil est propre à chacun et à chacune. Certains seront de gros dormeurs, d'autres de petits dormeurs. Parfois 6 heures par nuit peut convenir. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le sommeil doit davantage être qualitatif plutôt que quantitatif. Et pour ça, il y a quelques petites habitudes qui peuvent être mises en place dès demain, comme par exemple baisser la température de la chambre à 18 degrés, éviter la lumière bleue jusqu'à 1h30 avant le coucher, manger léger le soir, éviter les boissons excitantes évidemment avant le coucher, avoir un sommeil régulier. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est se trouver une petite routine efficace pour se préparer au sommeil. Par là, j'entends des activités plutôt calmes qui nous permettent vraiment de baisser notre rythme cardiaque, comme par exemple la méditation, la lecture, écouter certains podcasts, ou bien alors une petite séance d'étirement ou de mobilité. Pour ma part, j'ai l'habitude de faire de la méditation, des étirements et puis un petit podcast avant de m'endormir. Revenons-en à toi, Ismaël. Quelles sont ta meilleure et ta pire expérience en championnat international? Parce que ça, c'est quelque chose que peu de gens ont la chance de connaître, une sélection en championnat au niveau mondial ou européen. Qu'est-ce que tu as vécu le pire comme le meilleur? Peut-être qu'il n'y a eu que du meilleur, mais... Non, il y a eu tout. J'ai réfléchi.
à Doha, c'était pas la meilleure des expériences parce que j'avais été blessé. Championnat du monde 2019. Ouais, j'avais une déchirure au mollet aussi. Donc, j'avais pas remis les spikes depuis la déchirure et je suis parti. J'avais pas dormi de la nuit avec le stress. Et je suis parti vite, malheureusement trop vite. J'ai fait 700 mètres au top et après je me suis éteint. Et là, j'ai eu un peu. Je l'avais mauvaise, mais bon, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'entraînement. Il y avait des raisons, mais Ouais, quand ouais. même, quand ça arrive. Ouais, après, t'es comme toujours déçu parce que c'est quand même un échec. Maintenant, ça fait partie du job. Faut ravaler ça. Oui, ça, oui. Donc, maintenant, ma meilleure expérience, je pense que ça restera ma série d'Amsterdam, mon premier championnat. Ton premier championnat. Ouais. Deuxième et que je me rappelle dernière ligne droite, j'en revenais pas. Je dis, je vais passer en finale. Je me suis dans tous les sens. Je dis, ouais, je vais passer. Et là, j'étais vraiment content. Ah ouais, là, l'athlète, c'est quand même une histoire de frisson. Ouais, c'est un truc, un moment où on vibre. Et ça, c'est quand tu. Je voulais te demander, tiens, quel est le meilleur moment? Est-ce que c'est avant la course parce que tu as de l'adrénaline? Est-ce que c'est pendant la course quand tu sens que tu vas faire quelque chose de bien? Ou alors après la course parce que tu es un. Pour moi, je pense que c'est dans les 200 mètres. Quand j'arrive à doubler les gens et que je me dis, je vais passer. Quand tu sens que la victoire approche ou que. Quand tu sens que tu es qualifié et que tu dis ouf. Parce que le plus dur, c'est vraiment la qualification, c'est même pas les finales. C'est quand tu sais que tu as le niveau pour aller en finale, mais on dit toujours, ouais, les qualifs, c'est facile. Bon, en finale, il y a 12 gars qui veulent passer en finale. Donc, et c'est la foire d'empoigne. Ouais, tout le monde tape dans tous les sens, tout le monde va vite et tout le monde a le même niveau. Donc, il suffit de rater son virage et tu reviens pas. Ouais. Donc, ça, c'est toujours du stress. Mais mon meilleur souvenir, je pense, c'était Amsterdam. Parce que c'était mon premier championnat. Ouais, c'est la découverte de tout un monde. Je pensais vraiment pas aller en finale. Donc, je dis, bon, là, c'est top. Après, on en veut toujours plus. Hein. Oui, et une fois que la barre est haute, tu es de plus en plus exigeant avec tes objectifs. Quoi. En parlant de finale, de série, etc., est-ce que tu as un rituel d'avant-course? Un mantra, des choses que tu te répètes, je sais pas. J'arrive toujours 1 heure à l'avance. Je me mets dans la call room. Ok. Donc tu commences ton échauffement combien de temps alors avant la course? 1 heure. 1 heure avant la course? 1 heure avant. Okay. Donc j'arrive toujours 1 heure plus tôt parce que j'ai peur qu'il y ait des bouchons et des accidents. Donc je reste là et puis je regarde des vidéos sur YouTube à la con. Pour te motiver? Même pas, je regarde des bêtises. Pour passer le temps? Ouais, passer le temps. Après je parle un petit peu sur Messenger. Et une fois que j'arrive vraiment à 10 minutes avant, je me change. Et là, je laisse mon téléphone et j'écoute ma musique. Et une fois que je commence l'échauffement, je parle plus. Ok, silence. Ouais, je mets mes écouteurs. Et c'est quoi la musique que tu écoutes? Un peu de rap. La musique de bandit. La musique de bandit. Ouais, un peu de rap. Des conseils à donner à ceux qui écouteraient? Tu proposes un ou deux morceaux? Oh non, peu importe. Passe, ouais, c'est le moment présent. D'accord. À quoi ça ressemble une semaine type d'entraînement pour Ismaël Debjani? À l'heure d'aujourd'hui? Ouais, ou avant, tu peux témoigner avec avant et après. Avant, je m'entraînais beaucoup. Je faisais le lundi 2 séances, tous les jours 2 séances à part le mercredi. Mais là, on va les 3, la séance du mercredi. On va les 3, donc... Parce qu'elle était dure. Ouais, je pouvais faire en hiver 20 x 462, avec 62 secondes de récup. 20 fois d'affilée, pas de série. Toujours des blocs. Ouais. Donc ça, quand t'es pas bien en 8e, tu vas ta vie défiler pendant encore une demi-heure. Donc, je les terminais toujours, donc ça c'était bien. Et jeudi, c'était beaucoup de récup. Vendredi, une piste. Samedi, muscu-piste. Et dimanche, repos. Ici, maintenant, je fais beaucoup moins. Beaucoup moins de volume? Moins de séances? Non, les séances, ça reste la même chose, mais en beaucoup moins de volume. Par exemple, le lundi, je fais qu'une séance. Là, il m'a mis 10 km et du renfort. Donc ça, c'est chill. On va commencer la semaine. Puis mardi, je vais à Leuven. Tu fais quoi à Leuven? Une piste. Et le soir, je fais un décrassage d'une demi-heure, 40 minutes. Mais plus ça va. Mais ça varie, c'est encore nouveau. Je ne saurais même pas vous expliquer parce que. Tu découvres. Oui, je découvre. Donc, des fois, j'arrive et je dis qu'est-ce qu'on fait, et puis je suis. Mais en moyenne, c'est quoi? 10 à 11 séances par semaine, quand même, d'entraînement. Oui. Et avec 2 à 3 séances de piste, toi. Oui, c'est ça. Même, ici, en hiver, j'ai même pas fait. J'ai fait que de l'indoor en piste. Sinon, on faisait tout dans les bois. Ça aussi, c'était bizarre parce que j'avais aucun point de repère. Donc, faire des 400 dans les bois, c'est. Même les 400 dans les bois? Ouais, tout. 400, 800, des 1000, des 600. Mais si je faisais des 600, par exemple, en 1,43, je me dis, c'est long, un peu 45. Au final, dans les bois, c'était. Ouais. C'est pas la même. Dans les bois d'Everley, alors, tu es allé. Ouais, c'est sympa. Oui, c'est un bel endroit. Bien connu de l'histoire de tous les coureurs flamands sont habitués. Ivo Van Damme s'entraînait là déjà. Ah, ok, je savais pas.
Ouais, donc ok, du changement, de la découverte, mais Ça fait du et moins de bien, volume. Ça fait du bien. Des petites questions assez rapides, tu dois choisir entre 2 options. Oui ou non? Pas oui ou non, ou presque, mais par exemple, pour les Spikes, Victory ou Dragonfly? J'ai été longtemps Victory, maintenant je mets Dragonfly. Ah, pourquoi? L'inverse. Ouais, c'est ça. Non, l'inverse. Avant j'étais. Dragonfly? Non, non. Non, c'est Ah, ça. Donc ouais, Victory. Victory, maintenant je mets Dragonfly. Ah, pourquoi le changement? Mais en fait, j'avais une inflammation péritonienne du tendon d'Achille. Uh-huh. Donc, dès que je les remettais, ça me renflammait. Donc, j'ai testé Dragonfly et c'est vraiment confort par rapport à une Victory. Donc, j'ai plus de courbatures, j'ai plus mal à mes tendons. Donc, maintenant, je garde Dragonfly. Ok. Même Ah ouais, pour le moi, 800. moi j'avais compris l'inverse en fait. J'avais compris que tu avais l'habitude de courir en Dragonfly et que là tu essayais de te réhabituer au Victory. Mais je voulais, parce que mais j'ai c'était réessayé une plus fois, mais Ah, j'avais ok. de nouveau des courbatures. Donc, maintenant, Et pour Mais- faire une 45 cet été. Victory. Ah, ouais. Victory Ah, Il y a cette ok. propulsion quand même. Ouais, Nike m'a dit que c'était quand même plus rapide Ouais. quand on avait fait les tests. Mais ça dépend de ta foulée ou bien vraiment en général il y a un avantage? Je pense à qu'il y a un courir en avantage parce qu'il y a quand Mais même c'est- cette attaque carbone. Ok. Donc on a bien fait. Là, moi, j'ai investi dans des Victory, j'ai hâte de les tester. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile à prendre en main que des Dragonfly. Il peut-être, hein. faut Faut adapter sa foulée un petit peu. Sur la pointe des pieds, vers l'avant. Mais... Ouais. Mais tu as fait le bon choix. On verra cet été. On verra cet été. Bon, si tu dois choisir, piste de Charleroi ou Stade Roi-Baudouin? Piste de Charleroi, Ok, dans le cœur. jusqu'à la mort. Ok. Séance de côte ou longue sortie? Repos. Ça, c'est un athlète. Hein. 100 mètres ou marathon? Marathon. Un avenir peut-être sur la distance? Ouais, 2024. Ah ouais? Je le ferai le premier. Mais 2024, c'est l'an prochain, Ismaël. Non, mais après Après 2024. les JO, Ok, j'aimerais bien aller à New York faire mon premier marathon. incroyable. Mais en vacances, hein, Sans objectif d'abord. avec Et... mon téléphone et. Ça marche, ça marche. Je voulais aller à New York, donc je me suis laissé ça pour le marathon. Ok. En retour de compétition, tu te replies plutôt sur un repas sain, protéiné pour être certain de récupérer, ou un McDo improvisé parce que tout est fermé? Tous les athlètes Quand je connaissent faisais ce les mot. Flanders Cup, c'était le McDo obligatoire. Ah ouais. Oui, il n'y a plus rien d'ouvert hein, quand tu Mais rentres à maintenant, midi. comme on fait les compètes de Diamond League, il n'y en a pas, donc on mange à l'hôtel. Ok. À ma plus grande tristesse. Ah voilà, d'accord. Et enfin, une dernière, enfin là, encore deux. Plutôt finale olympique sur 1500 ou record de Belgique sur 5000? Finale olympique. Et la toute dernière, on est tourné vers le futur, dans un futur lointain, professionnellement plutôt éducateur spécialisé, puisque c'est ton diplôme, ta formation, ou futur entraîneur? Éducateur. Ok. Ça te plaît de t'envisager dans la fonction dans le futur? Oui. Peut-être je ferai un mix. Enfin, non. À l'heure d'aujourd'hui, entraîneur, ça me dit rien du tout. Parce que j'ai pas aussi les compétences. Mhm. Je sais courir vite, mais je sais pas entraîner. Ce qui est vrai, parce que tout le monde me dit entraînement. Mais C'est je pas la sais même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Pas la même démarche, pas Non. le même rapport à l'autre aussi, parce que là tu cours pour toi, entraîner c'est pour Donc, quelqu'un. peut-être qu'une fois que j'aurai reposé les spikes, peut-être que j'aurai envie d'entraîner. T'auras mais envie de à l'heure retourner sur la d'aujourd'hui- piste. Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas. Je préfère éducateur. D'accord, ok. Mais sportif, j'irai sur la piste avec eux. Voilà. Aller coacher. Et au final, entraîner c'est un peu éduquer. Aussi. Mm. Ça dépend des gamins, Ouais. s'ils sont bons ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont quelque chose à te demander, à ajouter? Moi, pour le coup, C'est très intéressant, mais moi j'ai pas plus de questions. Ouais. T'as bien fait ton travail, toi. Merci. Ben, Ismaël, merci beaucoup. Les athlètes, Maxime, Ruben, merci beaucoup. merci à toi. Je pense que sur ton futur, qu'on souhaite d'abord athlétique, mais aussi le meilleur possible après ta carrière, on n'y est pas encore, ben, on peut conclure l'émission et te souhaiter surtout bonne chance, et à vous aussi, évidemment, pour la saison qui va arriver, avec plein de succès, plein de records, plein de médailles. On compte sur toi, on compte sur Je vous. compte sur vous. Ouais. Merci. Merci à Merci. tous, merci à Ladbrokes et à la prochaine. À la prochaine.